Bah ça tourne. C'était pas une photo. D'accord. Et coucou les amis. Salut. Et bah aujourd'hui on se retrouve sur la route. On se fait une petite Toute vidéo. la fin de journée. On a joué les invités surprises. Si vous nous suivez sur Instagram, on est déjà avec d'autres nomades. Et donc aujourd'hui, le principe de la vidéo, c'est je vais poser des questions au tatoué et il nous donnera un petit peu son point de vue sur différentes choses. Voilà. Ça va être trop bien. Voilà, abonnez-vous. Ah oui, abonnez-vous. Toute chose, ça. Bienvenue chez le premier tatoueur où le tatouage n'est pas garanti. Salut. 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 On fait un coucou à Loïc et Claude. Bisous. Vous nous manquez les copains. Ouais. Vieux sénile. Pierre. On n'est pas fiers de toi, Loïc. Ouais, moi non plus. On n'est pas fiers de vous, hein. Ah ben, bravo. Je suis pas fier de toi. Je ne vous dis pas bravo. Donc du coup, ce soir, on se fait une petite interview complètement informelle avec Jules et Salma de la Mafia Nomade, pour ceux qui connaissent. Normalement, vous avez tous vu les vidéos de voiliers, de vacances, de bus, de tout ça. Donc là, ce soir, on fait le principe, c'est on fait un tatou sur la route et du coup, on fait une petite interview avec le tatoué. T'as donné un nom à l'émission? Ouais. Parce que ça peut être Tatou sur la route. un tatou sur la route. Ouais, parce que ça peut être ça clash demain. Demain, tu fais que ça en fait. Ouais. Tu fais que des ça, trucs. Non, le ouais. concept est sympa. Ça peut prendre. Moi, C'est mon idée. ouais. C'est l'idée. C'est la lumière. C'est la lumière fut, tu vois. J'écoute du Beethoven, les gars, en tatouant. J'écoute pas Ça, de la c'est fort. merde. Hein. Non, franchement, j'ai trouvé le concept super intéressant. C'est un truc qui est pas vu et le concept est vraiment sympa. Donc j'ai dit oui. J'ai dit ouais, je veux bien être le cobaye le first one. Ouais. Là, ce qu'on écoute, c'est tes musiques à toi. Bah, c'est pas mes musiques à moi parce que c'est des reprises de musique connues qu'on s'est amusé à faire avec Salma parce que le souci c'est que quand on fait des vidéos YouTube, il y a toujours un moment, quand on fait pas des vidéos qui sont 100% vlog, il y a toujours un moment où tu dois mettre de la musique. Ouais. Et la musique c'est très compliqué en fait quand on est une chaîne qui est monétisée parce que potentiellement si elle est sous copyright, la rémunération saute. Ouais. Alors des fois pour une musique de 15 secondes, 20 secondes, tu te fais sauter la monétisation, c'est pas top. Alors on utilisait au début des chansons qui étaient marquées no copyright, donc NCS. Le problème c'est que souvent il y a des artistes qui sont sous NCS, qui percent, qui signent avec des maisons de disques, les musiques deviennent donc sous copyright, et nous ça nous déclenche tu vois, une démonétisation derrière. Ça nous est arrivé aussi, les musiques de YouTube qui mettent à disposition dans la librairie, pareil, elles sont no copyright. Parfois, ça arrive que tu aies des musiques qui sonnent en copyright. Et puis le choix n'est pas super vaste non plus, quoi. Si tu vois les vidéos d'un peu tout le monde, il y a à un moment donné, tout le monde utilise à peu près les mêmes musiques. Les mêmes sons, donc tu retrouves un peu les mêmes trucs un peu partout. Donc un jour, j'ai quelqu'un qui nous suit qui s'appelle Taxi Vidéo, qui m'a envoyé un message et qui m'a dit on peut faire des trucs pas mal et tout. Donc il nous a créé une musique, la Mafia Nomade, le capitaine de la Mafia Nomade. Et après, je me suis aperçu qu'en fait, on avait un choix possible de faire plein de choses grâce à l'IA. Et c'est ce qu'on a fait. Donc je me suis amusé à faire une petite playlist avec des chansons connues, mais sur une musique totalement différente. En fait, les paroles sont les mêmes. Alors oui, ça peut paraître du plagiat, peut-être, on peut traiter de plagiat, mais on va dire que c'est un remix by la Mafia Nomade. Ouais, une réinterprétation. Le cover est autorisé, le cover est toléré en musique. Le plagiat, après, ça serait de commercialiser mon disque de reprise, ça serait du plagiat. Là, c'est plus du cover. Et on s'est amusé à faire ça, donc on s'est éclaté pas mal. En plus, il y a plein de bonnes ambiances et tout, musicales. Donc, ça fait un peu voyager, ça fait un peu danser. Il y en a pour tous les goûts. On a essayé de faire pour tous les goûts. Après, on a fait un peu de punk rock parce que j'aime bien le punk rock. Et puis après, on a fait des musiques aussi qui ont pour la plupart un attrait avec la mer parce qu'on a écrit, quand on a fait ça, on voyageait en voilier, on était en bateau. Donc il y a par exemple là derrière une chanson de Soldat Louis. Voilà, c'est typique du milieu marin, on va dire. Voilà. Ça. Donc on s'est bien éclaté. Bon, c'est cool. Alors je sais que t'es ému, tout ça, mais il faudrait faire
ça un peu, ouais. Excusez-moi, je suis pas italien, mais je vais pas laver les mains avec la tête. Donc au bout d'un moment, bon d'accord, tu as compris. Hein. On montre Ouais, carrément, ce ouais. que ça va être. Carrément. Voilà. Normalement, il va être titulaire de ce beau tatouage. Et oui. Alors, il a une signification particulière celui-là ou c'est juste l'aspect graphique qui t'a plu? Non, il a une signification. Moi, je suis à moitié irlandais par mon père. D'accord. Et du coup, je me suis toujours dit en fait, quand on fait des tatouages, alors on peut trouver des choses graphiquement jolies, mais pour moi, c'est plus une connotation de ton histoire et de choses qui t'appartiennent ou qui te ressemblent. Ah ouais. C'est une manière de marquer, de tracer certaines choses. Et ça en fait partie. Ouais, c'est mes racines du côté de mon père. Donc effectivement, j'arbore avec fierté parce que ça fait partie de mon ADN. Et puis j'ai dit un jour je le ferai. Et puis ça fait un moment que je disais à Salma, il faut que je le fasse. Et voilà. Donc ouais, il a une signification forte. Des rêves irlandais. Forcément parler. Et moi, tu ne mets pas la pression du tout. Ben non, attends, il n'y a pas de pression, on est entre nous. Mais ouais, bien sûr, une signification, ça me tenait à cœur en fait, ouais. Ça fait partie de mon ADN et puis c'est un côté que j'ai pas mis souvent en avant en fait. Parce que vu que je suis... Ouais, c'est vrai, c'est quelque chose que même moi je me suis même pas demandé tes origines, tu vois. J'ai toujours été bercé du côté de ma mère en fait, au niveau des origines. Et du coup, c'est vrai que le côté irlandais, je l'ai jamais trop mis en avant. Mais plus je vieillis, plus il reprend le dessus en fait. Tu vois, je sais pas si c'est mon côté révolutionnaire. Ou non, mais c'est comme l'alcool qui se bonifie avec l'âge. Du coup, ça remonte quoi. C'est ça. Donc ouais, c'est pour ça. Ouais. Et puis le trèfle, ça signifie, ça représente l'Irlande. Après, il n'y a pas que ce totem qui représente l'Irlande. Le trèfle en fait partie. Alors, il y a deux sortes de trèfle. Hein. Il y a celui à trois fleurs et puis il y a celui à 4 fleurs. Voilà. Mais moi j'ai décidé de faire celui à 3 fleurs. Voilà. Et du coup, l'Irlande, c'est un projet de voyage ou... L'Irlande, c'est pas forcément un projet de voyage, mais ça sera peut-être un projet de retraite. Alors quand je dis retraite, c'est peut-être un jour un retour aux sources plus spirituel, si tu veux, d'aller se mettre en immersion là-bas pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais oui, il y aura un retour en Irlande à un moment donné. Oui, je suis obligé. Je peux pas partir de ce monde sans aller voir au moins, la terre de mes ancêtres, pas être quelque part. Tu vois. Donc, je comprends parce que moi j'ai eu le même cheminement de pensée, tu vois, avec l'Espagne. Et quand on est retourné à Mirar, le fait de savoir que mes ancêtres, ça faisait 200 ans qu'ils étaient, enfin les premiers, ils étaient d'ici, ça m'a fait vraiment, ça m'a fait du bien aussi. Tu vois, ça avait été un peu réparateur, je pense aussi. Mais... Ouais, puis c'est retour aux sources, il est nécessaire parce que il y a un dicton qui dit quand tu sais plus où tu vas, regarde d'où tu viens. Et puis c'est pour ça que je te dis ça serait plus un jour une retraite spirituelle, de se dire en fait voilà. Alors mes ancêtres irlandais c'est pas si vieux parce qu'ils sont arrivés en France pour se battre à côté de l'armée française pendant la Première Guerre mondiale en 14-18. Donc ça remonte pas, tu vois, non plus à très très vieux quoi. C'est quelque chose d'assez récent quoi, de contemporain. Donc un jour on retournera faire un tour là-bas, c'est sûr, c'est cool. Ça va, Amandine? Ça avance. Elle est à fond. Tu gères? Elle est non, franchement, elle gère de ouf. J'avoue, là, je me sens plus, c'est Beethoven, ça... C'est fou, ça, les effets que ça te fait. J'adore le concept, franchement, c'est un truc de fou. Ne pique pas par contre, parce que je vais avoir mal. C'est un truc totalement improbable. D'ailleurs, non mais, là c'était un petit peu, on va dire, c'était un petit peu carré, prévu, mais j'ai hâte en fait de voir plusieurs épisodes. Alors si vous voulez vous faire tatouer, prenez contact avec Julie et Amandine. On mettra tout dans la description. Parce que nous on se connaît un petit peu, donc ça n'a pas forcément le même goût, mais c'est vrai qu'après je suis curieux de voir les prochains épisodes, j'espère qu'il y en aura plein d'autres, et puis de voir des gens que tu connais pas du tout, et puis créer le lien pendant ce moment-là, c'est sympa. Ouais. En fait, pour la petite histoire, bon, si vous nous suivez sur les réseaux, on a publié déjà la semaine dernière, où il y a peut-être un peu plus de 10 jours, quand on était ici avec Claude et Loïc qui étaient avec nous aussi. Ouais. Et donc c'est la première fois qu'on se rencontrait à ce moment-là. Moi j'ai pas voulu sortir trop les objectifs parce que j'avais besoin aussi de connaître les personnes. Et au final c'est un peu magique parce que quand ça match, on se retrouve à faire des trucs un peu créatifs qui sortent un peu des sentiers battus, on va dire. C'est ça. Et du coup l'avantage je pense de
ce mode de vidéo à venir, c'est qu'effectivement on peut avoir des vrais bons échanges Carrément. qui sortent un peu de ce qu'on voit dans le YouTube game, quoi. Et c'est vrai que c'est souvent difficile de créer. Et vous êtes renouvelé parce que vous, c'est pas la première fois que c'est pas votre première saison sur YouTube. Vous en êtes à la 3e, 4e. Ouais, 4e, ouais. Ouais. Et du coup, vous avez fait donc du nomadisme routier. Ouais. On a Après, commencé par ça, ouais. ouais, ça c'était vos débuts. Après, vous avez fait le bus. Enfin, c'était le premier véhicule, je crois, c'est ça? Non, le premier véhicule, ça a été un camping-car qu'on a acheté, comme ça. Un truc qui avait ni queue ni tête en fait à la base. Ouais. L'histoire est folle en fait. L'histoire du camping-car est folle pour ceux qui nous ont suivis depuis le début. Ça paraît anodin quoi. Mais les gens qui nous suivent, qui ont attrapé au cours des saisons, connaissent pas forcément l'histoire. Mais ça a été un truc de fou quoi. On est descendu récupérer un camping-car qui était vide à l'intérieur. On l'a acheté à des gens du voyage à Toulon. Enfin, l'histoire était folle quoi. Salma était pas au courant. Je reviens, je dis je l'ai acheté. Banco. Enfin bref, c'était juste un truc de fou quoi. L'histoire, les prémices de la My Nomad, c'est juste un truc de dingue déjà à la base. Mais on a commencé par la route. On a commencé par le camping-car. Après, on a fait le bus. Et puis on évolue au fil des saisons. On a évolué, bien sûr. Ouais, ça me fait penser au t-shirt, tu sais, l'évolution entre le mec ça. qui marche à quatre pattes et après qui devient debout, et là vous en êtes au bateau. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça c'est un peu. Enfin, moi je sais que là j'ai pas mal d'acquaintance avec ce milieu, ça m'attire beaucoup. Pour moi, c'est comme tu disais, on a eu cette discussion déjà, et c'est vrai que c'est l'aboutissement ultime de la liberté. Ouais, pour parce nous. Parce que voilà, cette liberté qu'offre l'océan et ses immensités en fait. C'est sûr que là, on a un rapport à la nature et vraiment à l'essence de la liberté qui est vraiment différent. Parce que nous, quand on est sur les routes, on reste quoi qu'il arrive cadré à une terre, quoi. Ouais, t'es cadré. Et du coup, voilà, on a. Enfin, si on voulait faire le tour du monde en véhicule, ça serait pas possible. C'est pas possible. Voilà. Faut être honnête, c'est impossible. On a pensé à ça parce que on n'était pas appelé à venir au bateau en réalité aussi vite. Et on a fait vite le bilan, en fait, on avait cette envie d'évasion, de faire le tour du monde quelque part. Il y avait des endroits qu'on voulait absolument voir et qui malheureusement sont encore inaccessibles par la route. Et c'est pas que ça soit plus évident en bateau si tu veux, parce que tu te heurtes à d'autres difficultés en bateau, mais ça ouvre quand même un peu plus de... Voilà. Donc on a vite fait le tour et c'est vrai que... Quand on est parti, je me rappelle encore, on était en Autriche, je crois, on venait de partir de la première saison, on était en camping-car et quand on est parti, on s'est regardé, on dit vas-y viens, on s'en fout, on est parti, on part jusqu'en Thaïlande, on était prêt à aller jusqu'au bout du monde et on s'est vite heurté à la désillusion de se dire ben non en fait, parce qu'il y a des frontières, tu passeras pas, il y a des trucs c'est compliqué, donc il y a plus d'obstacles. Il y a plus d'obstacles. Alors c'est les obstacles qui sont faits par les êtres humains. Mais c'est vrai que c'est forcément frustrant parce que quand on part sur un projet comme ça, quand on jette à l'aventure, on a envie de ne pas être stoppé en fait. Bah, t'as envie de manger le monde. C'est ça, exactement. T'as envie de croquer le monde. Et tu dis, ça y est, j'ai brisé mes chaînes quelque part, je pars à l'aventure. Même sans parler d'aller loin, mais quelqu'un qui vit vraiment un métro boulot dodo, du jour au lendemain, il décide d'arrêter tout ça et de s'acheter un van, partir à vélo, je sais pas, à cheval, j'en sais rien. Et le mec, il arrive en Espagne, il se dit ouais, je l'ai fait, quoi. Tu vois, t'as commencé à manger le monde. Et cette sensation-là, ouais, malheureusement ou heureusement, elle s'arrête pas. Parce que plus t'en fais, plus t'en veux. C'est un peu comme les tatouages, quoi. Ouais, Salma. C'est un peu comme les tatouages, c'est un peu comme toutes les choses qui sont bonnes. C'est de l'excès, quoi. Quand t'aimes bien manger, t'aimes bien manger. Ouais, c'est ça. La bière. Tu manges un gros repas bien fat, bien gras, et à la fin, t'as la petite mousse au chocolat qui te regarde, et tu te dis, maintenant que j'en suis là, je vais la manger, tu vois. Et 3/4 d'heure après, il n'y a plus personne, tu dors. T'es tué par la digestion. Ouais, le voyage et l'envie de découvrir, surtout aussi, c'est ça. Ouais. C'est ça qui donne l'adrénaline aussi, c'est l'envie de découvrir, de connaître des cultures. De découverte. Ah, mais comme tu disais, manger le monde, c'est une bonne expression. Ouais, je trouve. Parce que voilà, tu as envie d'en avoir comme une pomme en fait. Tu commences à croquer, tu vas jusqu'au bout. C'est ça, exactement ça. Donc vous avez mangé quoi déjà? On a mangé 7% du monde. 7% du monde, c'est ouf. C'est pas énorme. Beaucoup. Mais c'est déjà pas mal. Hein. C'est énorme, mais c'est pas beaucoup en fait. Ouais. Bah, c'est pas beaucoup pour nous, les voyageurs qui avons peut-être un peu poncé les pneus sur la route, tu vois. Mais pour quelqu'un qui sort pas de chez lui, c'est énorme. Quelqu'un qui est jamais sorti de la France, qui se dit que t'as fait 7% du monde, c'est juste waouh.
On sait que matériellement, on fera jamais 100%, c'est pas possible. Même 50%, je pense que c'est même déjà pas possible d'y arriver. Ouais. Mais après, je pense qu'aussi, c'est suivant les envies. C'est-à-dire, faut pas te forcer à aller dans des endroits où t'as pas envie d'aller tout de suite, quoi. Des fois, tu as des bonnes surprises. Ouais. Ça nous est arrivé. Il y a des endroits où on n'avait pas forcément envie de rester, et puis en fait, on a découvert que c'est fun, quoi. Ouais. Aujourd'hui, votre meilleur endroit, votre meilleur spot ou pays, le truc où vous avez vraiment eu l'effet waouh. C'est difficile. Les trucs, On a fait waouh beaucoup de fois. Hein. Ouais, bah oui. Mais faut en choisir un. Ouais. Moi, j'ai eu 2 grands coups de cœur dans mes voyages. Voilà, j'ai eu 2 grands coups de cœur, mais vraiment coups de cœur. Je pense qu'on a les mêmes. Ouais, j'ai eu 2 grands coups de cœur. Le premier que j'ai eu, c'est pendant la saison 1. J'ai eu un grand coup de cœur pour la Turquie parce que c'est des gens qui sont formidables. On a vécu vraiment des moments sympas et moins sympas d'ailleurs. Ouais. Mais on a toujours, on est retombé sur nos pattes et on a vraiment rencontré des gens. On a découvert un peuple qui est juste fou en fait. Ouais. Les Turcs sont juste des gens adorables. Et on a passé vraiment des moments des fois pas faciles. Hein. On a cassé la boîte de vitesse du camping-car, donc on a été emmerdé pendant 3 semaines au garage sans avoir de pièces pour changer. Ça a été une merde, mais c'est un très bon souvenir. Voilà. Bah, généralement les pépins comme ça, sur le moment c'est la merde, mais après on garde une expérience forte quand même. Ah, moi je suis partie de là-bas, j'en ai chialé. Ouais, on en a pleuré, ouais. Ah ouais. C'était tellement la rencontre de la nourriture. Une ultra bonne surprise pour des gens gourmands comme nous. On a bouffé, on a mangé vraiment des trucs improbables, mais on a aimé ça. On a découvert une richesse culturelle énorme. Tu fais waouh quand tu es dans le Cappadoce et que tu vois le matin, 6h30 du mat, les montgolfières de partout au-dessus de la Love Valley. Tu fais waouh parce que c'est un truc, c'est magique. Bon, t'es un gosse, hein. C'est juste un truc. Quand on a découvert aussi tout le parc national en Cappadoce, c'est juste un truc de fou de te dire qu'il y a quelques milliers d'années en arrière, tu avais des gens qui vivaient là dans des blocs qu'ils avaient creusés par leurs propres moyens. Tu vois, c'est waouh. C'est un pays où tu fais waouh tout le temps, quoi. C'est fameuse maison du fée. Ouais. Et le deuxième coup de cœur que j'ai eu, c'était pour la saison 2, c'est la Mauritanie, une grosse surprise. Ouais. Énorme surprise. Pareil, un peuple magnifique. Les morts sont juste. Ah, puis les paysages, ils doivent être complètement dingues parce que. Bah, t'as en tout. plus, t'as les grands espaces qui se mêlent à tout ça, quoi. Donc, les paysages sont fous parce que tu vas passer du désert mauritanien où tu crèves à 55 degrés. Je pense à la ville de Chamy où on a passé l'enfer sur terre et pas loin si tu veux. Voilà, tu mets pas un pied dehors. Ouais. Tu restes dans là où t'es et puis tu vois la température du truc monter et tu t'arroses. Qui n'est pas forcément d'ailleurs une super bonne idée pour la déshydratation, mais et tu vois des mecs qui passent avec des vestes en cuir et des bonnets dehors, tu comprends pas, tu te dis qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et tu passes de ça à cet enfer-là, à la beauté du désert le soir où tu bois du lait de chamel avec des bédouins, la plage de Mauritanie qui est juste dingue, c'est un endroit magique, et les gens sont formidables. Et on a eu l'occasion de parler avec celui qui s'occupe du tourisme en Mauritanie. On l'a rencontré. Et Nino, il me disait, on a un gros problème, c'est que les gens sont toujours heurtés, si tu veux. Le truc qui fait peur, et aujourd'hui, et ça peut se comprendre, c'est que c'est marqué estampillé République islamique. Et ça fait peur. Ouais. Ça fait peur aux gens. Ça fait peur parce que les médias n'aident pas forcément non plus, faut être honnête. Ouais, faut être clair là-dessus. C'est vrai que on est gavé, on est quand même pas mal gavé de peur. C'est ça. Et en fait, quand tu découvres le pays, tu t'aperçois qu'en fait, tout est nickel, tout est en ordre, ça craint pas, les gens sont sympas. Au contraire, tu vois, tu découvres vraiment un truc ultra positif. Ouais. Et c'était pas un choc parce que ça, on s'y attendait, on connaissait un petit peu, tu vois, le sud, mais ça fait plaisir. Et le mec, quand il dit, on est en train de travailler au plan international pour rendre un petit peu plus de visibilité sur le tourisme international pour la Mauritanie, moi, je pense qu'ils sont de bonne voie, voilà. Ouais. Et c'est un pays qui mérite d'être découvert et c'est un pays qui, voilà, faut y aller. Ouais, après, il y a pas mal de personnes qui en parlent en bien, notamment dans notre milieu nomade. Ouais, bien sûr. Hein. Donc, je pense que ça aura un impact à terme. Après, il faut pas que ça soit... faut pas qu'on arrive dans les dérives qu'on peut connaître en France. Dès qu'il y a un endroit qui est super bien, c'est surgavé de monde. Je pense qu'il faut que ça garde un peu son côté authentique du truc.
Il y a deux choses qui protègent un petit peu ça, si tu veux, en Mauritanie là-bas. C'est déjà la distance, parce que c'est quand même assez loin. Ouais. Il faut y aller. Ouais, donc ça fait déjà le tri à l'entrée. Ouais. Et puis, il y a des visas payants. Ouais. Donc, bon, on va dire que ça peut aussi freiner. Voilà. Mm. Mais on est assez content parce qu'on n'était pas précurseurs. Je pense pas qu'on soit les premiers à être allés en Mauritanie. Parce que tu vois, par exemple, on parle de Loïc. Loïc a déjà été en Mauritanie il y a quelques années en arrière. Donc, c'était pas un pays qui n'était pas vierge, qui n'avait pas été découvert. Ouais. Mais l'année suivante où on a fait les vidéos sur la Mauritanie, bah, il y a eu d'autres nomades, et notamment youtubeurs, et d'autres qui n'ont pas de chaîne, mais qui sont partis en Mauritanie l'année suivante. Donc quelque part, ouais, on n'était pas promotionné pour parler de la Mauritanie, c'est pas ce que je veux dire, mais quelque part ça a donné envie d'aller faire découvrir ce pays. Et on était super content qu'il y ait des gens qui descendent en Mauritanie justement. Ouais. Bah, c'est un peu l'essence du YouTube nomade. C'est que voilà, on fait découvrir un mode de vie, on fait découvrir les lieux, les cultures. Donc voilà, faut que ça aussi, ça serve à émanciper les gens, à se dire on y va quoi. Exactement, ouais. Donc là, ça c'est les bons côtés. Et les Ouais. mauvais côtés, les pays que tu as moins kiffé, que vous avez moins kiffé. Les pays que j'ai moins kiffé au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a, Minette? Il y a l'Autriche. Ouais. L'Autriche, on n'a pas adhéré parce qu'en fait, l'Autriche, c'est. Je vais pas te dire c'est sectarisé, mais si tu veux, déjà, quand tu rentres en Autriche, tu sens que t'es pas le bienvenu, quoi. Ouais. Surtout en camping-car. Ouais. C'est interdit. On l'a ressenti aussi. Ouais. Les paysages sont magnifiques, ouais, par contre. Les paysages, c'est vraiment magnifique. Le cœur des Alpes. Mais les gens sont pas super accueillants et puis c'est interdit de se garer en camping-car partout. Je veux dire, c'est très compliqué. On avait trouvé à la sortie vraiment de l'Autriche, à la frontière hongroise, on a trouvé une ville qui avait mis en place un camping-car park gratuit. Et là, on est tombé limite de haut. Bon, on s'est arrêté là pendant 2-3 jours avant de passer en Hongrie, mais on s'y attendait pas, quoi. Ah ouais. Alors tout le long, on se garait, panneaux interdits, il y a des gens qui viennent te voir, non, faut pas rester là, tu vois. Donc ouais, l'Autriche, ouais, pas un bon souvenir, pas en termes de paysage, parce que c'était magnifique, mais en termes d'accueil, ouais, pas terrible. Ouais. Et peut-être un peu, non, je sais pas, après, l'Autriche peut-être, hein, je sais pas. Ouais. Non, tous les autres pays, franchement, Moi, l'Italie, j'ai un peu plus de mal avec l'Italie. ouais. C'est joli, mais. Ouais. Bah, l'Italie, je t'en parle pas parce que moi j'en suis malade de l'Italie. J'en ai tellement bouffé quand j'étais chauffeur que l'Italie, je peux pas m'en parler, quoi. Bah, Le nous, sud de l'Italie, ouais. On Pas s'est mal. fait carjacker, maman. Carjacké là? Ça fait carjacker la carrette. C'est carjacké Je suis là? arrivée, il était 30 mètres derrière, je me suis retournée, j'ai regardé la fenêtre ouverte, j'ai regardé la fenêtre, j'ai fait qu'est-ce que je fais? Je lui dis pas. Je lui ai dit, puis là il a commencé à taper dans tous les poteaux, les lumières, les lampadaires, tout. Puis Ah, il j'avoue, putain. ils m'ont pris pour un fou. Tu es pas de Marseille avec ton accent, toi? Non, le Ah, c'est pas lampadaire. trop. j'ai eu peur. Hein. Je suis Ouais, pas partie travailler. Ouais, hein, l'Italie, genre, ouais. Choquette. Et on t'a volé tes cartes bleues ou pas? On a laissé le panettone, on a tout volé. Ah, le panettone? Ils te l'ont pas pris? Ils l'ont Bah, pas c'est pris. normal, ils en ont hein, du panettone chez eux, ils vont pas te le voler, bien sûr. Oh Dieu, j'ai eu peur. Ouais, l'Italie, c'est légendaire. Après, Ouais. il y a beaucoup de gens qui ont des mauvaises expériences en Italie, ouais. Il y a beaucoup eu un peu d'abus au niveau de la police. Des petites amendes comme ça qui, tu vois, qui passent, sont pas prévues, mon cousin, mais tu les passes dans le budget quand même. Ça, Hein. ouais. Ouais, bah ouais, ça a toujours été un peu comme ça en Italie, quoi. Mais après, ça reste un super joli pays aussi, attention. On a fait un arrêt en Italie quand on est revenu de la saison 1. On revenait de Grèce, on a pris le ferry à Patra et on est arrivé à Brindisi. C'est ça, ouais. Et le seul arrêt qu'on a fait en Italie, c'est Pise, parce que la minette voulait voir la tour de Pise. Voilà. Je lui dis, oh, Et tu alors? sais, ils l'ont mal construite, elle est penchée en train de se casser la gueule. Bon, Ah, c'est mal foutu. ah, c'est mal foutu le bordel. Non, on a fait un arrêt à Pise. Ouais. Même Rome, on s'est pas arrêté alors que. Après Rome, on s'est pas arrêté parce qu'on avait bouffé aussi. On avait bouffé pas mal de trucs à Athènes en fait. Et le fait d'avoir mangé de la pierre à Athènes, des vieux bâtiments, machin, des vieux monuments, Ouais. voilà. On s'est pas arrêté à Rome pour ça aussi. Mais... Donc là, du coup, vos projets futurs. Vous faites une série de bus, c'est ça? la suite, tu veux dire? Après. Tu veux que je reprenne chronologiquement, c'est ça? Ouais, je veux que tu me dises ce que vous prévoyez là dans les prochains mois dans l'esprit voyage. Ah ouais.
Alors là, pour les gens qui le savent déjà, bon, les gens le savent, pour ceux qui nous regardent un petit peu, là, on était parti pour, à la suite de toutes ces aventures terrestres, on a décidé d'acheter un bateau avec Salma, et on avait décidé de faire la Transat cette année pour traverser direction les Caraïbes. Ouais. On était une petite équipe jeune et motivée, si tu veux. Et malheureusement, il y a eu un truc qui nous est tombé dessus, donc on a été obligé de remettre à plus tard le projet. Et du coup, on le reprépare pour l'année prochaine. Voilà. Parce que là, ce serait trop tard pour pouvoir partir. Donc, voilà. Donc en attendant, on s'occupe, on bricole. Tu as des périodes, Voilà. des sortes de fenêtres météorologiques. Ouais, pour la traversée. Tu peux pas traverser Traverse- comme ça, c'est pas conseillé de traverser trop quand tu veux, quoi. Ouais, il y a des périodes, des fenêtres. Ouais. Ah Donc cette année, ça aurait été un peu trop tard pour le faire parce que Salma avait beaucoup de rendez-vous et du coup, on a préféré se poser et repréparer pour l'année prochaine, pour la prochaine saison. Et entre-temps, ça nous laisse le temps de gérer plein de trucs qu'on n'a pas forcément le temps de gérer quand on est en voyage aussi, parce qu'il faut dire que c'est compliqué parfois de gérer certaines choses. Voilà. Donc là, on a le temps de tout gérer, on gère tout. Non, mais il vaut mieux se poser et faire les choses tranquillement. Ouais, bah oui. En plus, sur ce type de voyage, c'est vrai que la difficulté d'une traversée aussi longue, c'est qu'il vous faut quasiment pas avoir de pépins sur le trajet. Donc en amont, vous devez tout prévoir pour, c'est mieux, ouais. pour que ce soit la bouffe, l'aspect sécurité et tout ça, quoi. Ouais, bah ouais, c'est le but du jeu. Après, même, c'est un milieu qu'on ne va pas maîtriser forcément, parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Voilà, tu as la météo, tu as tout ça. Donc tu peux avoir une casse. Voilà. Mais après, c'est vrai que le mieux, c'est de se préparer vraiment, d'être préparé max, effectivement. Donc cette période de temps, ce laps de temps, il nous permet justement de se préparer correctement pour l'année prochaine. Ouais. Enfin, pour la prochaine saison, quoi. Qui sera très vite là, d'ailleurs. Parce qu'on est déjà au mois de janvier et le temps passe vite. Ouais. Donc, très vite. Là, tu vas documenter toute ta traversée. Ouais. Et techniquement, tu vas faire comment? T'as un Starlink? Ouais, on a Starlink dans le bateau. On a installé Starlink dans le bateau il y a quelques temps. Et alors, on l'a pas encore testé. On l'a testé en côtier. Ouais. En côtier, on n'a pas de problème, bien évidemment. Par contre, après, en pleine mer, on l'a pas testé encore vraiment. Voilà. Donc, normalement, ça fonctionne très bien. Parce qu'on a des amis qui ont traversé il n'y a pas longtemps, qui ont Starlink aussi, et ça fonctionne sans problème. Ouais. Après, le problème, voilà, c'est Internet en pleine mer, ça se paye. Voilà. Ouais, ça coûte cher. Il y a une grosse différence par rapport au... Parce que nous, on a le Starlink et du coup, on paye... Là, actuellement, on a 77 € pour le forfait régional Europe. Ouais. Et ouais, on paye pas plus, quoi. Alors, hors couverture satellite terrestre, si tu veux, c'est-à-dire en pleine mer, tu es ce qu'on appelle en direct, quoi. Tu es en giga direct. Ouais. Tu payes ce que tu consommes. À un prix de mémoire, on est à 2 €, un peu plus de 2 € le giga. Voilà. Donc ça peut vite coûter cher parce que 2 € le giga, une vidéo YouTube, comme ça, je te donne un exemple, une vidéo YouTube de 30 minutes, suivant la qualité sur laquelle tu vas la compresser, tu vas être entre 5 et 8 gigas. Donc, voilà, donc tu fais le calcul, chaque vidéo coûte un peu plus d'argent à produire, quoi. Ouais, là, donc sur une traversée comme ça, après tu peux rusher et puis après le monter une fois arrivé dans les Caraïbes ou des trucs comme ça. C'est ce que beaucoup de gens font, ils font leur rush pendant la transat et puis arrivés à terre, ils compilent et puis ils postent ce qu'ils ont compilé, etc. Mais j'ai pas réfléchi encore à ça exactement parce qu'on ne sait pas trop déjà quel type de format on veut faire parce qu'il y a plusieurs idées que tu peux faire en fait sur ce type de navigation. C'est une navigation qui est très longue, qui est en moyenne entre 17 et 23 jours, suivant les bateaux, suivant la météo. Donc il y a plein de trucs possibles, quoi. Tu peux faire du daily vlog, tu peux faire un condensé, quoi. Tu vas pas faire des daily vlogs de 2 heures par jour. Ouais, de toute façon t'as pas le temps avec les cars et compagnie. Mais il y a plein d'idées de formats qui peuvent être sympathiques. Après, savoir si c'est bien de les poster pendant que tu es sur le vif du sujet, ça peut être pas mal, franchement. Tu vois, faire partager l'instant. T'emmènes les gens. C'est ce qu'on s'est dit, quand on part en voyage et qu'on décide de faire des vidéos, tu inclus les gens qui te regardent dans ton aventure. Ouais, donc, moi, le kiff du kiff, ça serait de faire un live qui dure 23 jours, tu vois, où les gens ils se connectent au truc et ils voient ce qui se passe en temps réel.
c'est matériellement pas possible de le faire, mais ça serait vraiment mon idéal, ce serait ça. Ouais, Ouais. moi, c'est un truc que j'aimerais faire parce que rien que le montage, déjà, c'est le truc qui me saoule le plus au monde. Et c'est vrai que quand ça répond pas en plus au niveau de l'audience et tout ça, tu sais, t'es vite un peu déçu, tu vois. Donc, le live, pour moi, ça serait le truc ultime, quoi. Tu te fais t'as pas de de montage, nœud au ouais. cerveau, tu balances brut de décoffrage et voilà. Ouais, non, c'est après, ouais, le format est sympa. Après, voilà, il faut pouvoir, il faut que tu aies le pouvoir matériel derrière. Et en bateau, c'est pas toujours facile. Voilà, t'as pas- voilà. Ça va, tatoueuse? Elle est concentrée de bouge, ouf. Hein. Ça bouge. Vous dites à quand vous voulez faire une pause? Ouais, bah on va. Non. Ah, ça y est. Non. Elle est partie là. Alors lui, je vais le retoucher, hein, t'inquiète pas. Mais j'ai une question. Ah question, vas-y. Tu vois? Ah ouais. Yes, merci, Jules. Je finis le lettrage et on va fumer. Salma, t'as un projet tatou pour bientôt? Oui. Tu vas faire? Une vague. Je vais faire, je vais faire mon truc. Donc là, c'est tes premiers tatous et Ouais. t'en as fait, ça va être ton troisième en combien de C'est temps? ça. Je vais en avoir 4 normalement. D'accord. Alors du Ouais. coup, l'expression qui dit quand tu te fais piquer, tu chopes le virus, C'est vrai, c'est vrai. c'est la vérité. Bah, la vague, parce que ça représente l'énergie sans fin de l'océan. Ouais. Symbole de la force. C'est beau ce que tu dis. Hein. T'avais pas envie de Magnifique. pleurer? Non, elle évoque également la liberté. Ouais, quoi. L'aventure et la connexion, c'est moi, quoi, avec la nature. Ok. Je cherche d'ailleurs l'endroit où la faire. Moi, franchement, je l'aurais bien vu dans le dos, en bas du cou. Ouais, Ah ouais, si, ouais. Très joli. En plus, c'est vraiment simple. Très simple. C'est hyper épuré, c'est joli. Donc là, il n'y a plus que l'endroit à trouver. C'est bon, Ça. c'est validé. Julien, il m'a fait des tests. Donc, c'est stylé. Ah ouais. Là, le cou, après derrière l'oreille, là, après la chic, c'est secondaire, le coude. Ah ouais, derrière le coude, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, on pense plus là. Hein, Ouais. et là, le coude. Et Bah, après, c'est je vais en chercher d'autres, Amandine. Comment profiter. qu'elle a fait, qu'elle en cherche déjà un autre. Dans 3 mois, tu vois Salma partout. MS13, tu sais, c'est vrai. Elle est MS13. en dehors et Bah, la mafia nomade ou pas? Vatos locos. Ouais, l'entrée au Venezuela. Non, c'est où? C'est pas Venezuela, c'est C'est mince. MS13, c'est pas Colombie? Non, c'est pas la Colombie. Le MS13, ils sont à l'origine du MS13, c'est non, pas l'Uruguay. Ah, j'ai bouffé. Paraguay. Non, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va voir si on est bon en géo. merde. Ça, j'ai bouffé, non. du coup, t'as plus faim. L'Équateur. Non, pas d'Équateur. Non, j'ai faim encore. J'ai pas mangé. Ça va me revenir tout à l'heure. Si ça me revient, je balance dans le truc, mais c'est pas le Honduras. Je passe direct. D'accord. Ouais, enfin, T'as tu dit passes quoi? direct par la case prison. Hein. D'accord. Roubaix. Dunkerque, Roubaix. Ouais, Ouais, c'est ça. dans la bague, mon cousin. Ouais, Amandine, Amandine qui s'applique de fou. Hein. Elle est concentrée. À 2 mots. Non. Non, c'est sympa, l'expérience c'est vraiment sympa, hein, franchement. Prochain coup, on fait avec les sauces piquantes. Ouais, ça peut être bien. Et le troisième coup, le troisième volet, c'est tatouage plus sauce piquante. Ouais. Ça peut être pas mal ça. Sauf pour moi. Sauce piquante sur le tatouage. Sûr. Ou se faire tatouer avec la sauce piquante. Oh, À 1 600 000 Scoville. Ça peut ouais, être... là, t'as le bras qui fond. J'ai le piment dans la peau. Je kiffe cette chanson d'Aznavour. Elle est dingue.
ouais, les paroles elles me parlent beaucoup parce que bah ouais, c'est l'histoire de quelqu'un qui a jamais bougé, qui rêve de découvrir le monde, tu vois, et qui va trouver n'importe quel moyen pour y aller, quoi. Ouais. Ouais, c'est l'histoire du voyage, quoi, pour moi. Et du coup, là, si tu devais conseiller à quelqu'un qui voudrait découvrir ce monde-là, tu lui dirais quoi? Le monde du voyage, Ouais. je dirais fais tes affaires demain. On a Bah qu'une ouais. vie. Ouais, parce que après, je sais pas si j'ai le droit de tout dire à la caméra. Si, dis tout, dis tout. C'est normal, On n'est encore pas aux questions qui vont piquer. Putain, mais pourquoi elle fait ça, celle-ci? Ouais, donc on disait, qu'est-ce que tu conseillerais ou qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut découvrir le voyage? Je dirais de se lancer sans se poser trop de questions en fait, parce que on n'a pas conscience quand on est dans le monde, on va dire, enfin, si je peux appeler ça le monde normal. D'ailleurs, je comprends pas ce monde, je l'accepte pas. Pour moi, la société est pas normale du tout, elle est même malade, très malade. Et je dirais justement que le fait de partir comme ça à l'aventure, sans forcément préparer les choses, c'est aussi avoir un œil différent sur le monde. Et que, bah, comme on dit, les voyages forment la jeunesse. Et que voilà, c'est nécessaire de vivre en fait, tout simplement. Parce que on vit pas. Métro, boulot, dodo, on paye, on travaille, on paye des factures. Il n'y a aucune jouissance à vivre comme ça en fait, c'est de l'esclavage. Pour moi, c'est de l'esclavage moderne. C'est une vision de la société, on est dans des poulaillers et puis en fait on est élevé en batterie et puis on fait ce pourquoi on nous a conditionné à être quoi. On y est tous passés, hein. Moi j'ai été comme ça pendant 16 ans de ma vie, hein. Je suis pas sorti de nulle part en me disant bah tiens voilà je vais voyager, quoique j'ai toujours voyagé avec mon travail, mais c'est vrai que quand on voit la vie d'un œil différent et puis on comprend les priorités. Les priorités c'est pas l'argent ça va, ça vient. Tu veux en faire, tu t'arrêtes 6 mois, tu travailles, tu as de l'argent. Puis même dans l'essence du voyage, c'est pas nécessaire d'avoir des gros moyens, on peut commencer avec un sac à dos, partir 10-15 km, faire Saint-Jacques-de-Compostelle par exemple. Carrément. Et puis après prendre un vélo, et puis petit à petit avec ce qu'on a économisé. Parce que en fait, c'est vrai qu'on entend souvent des discours assez pessimistes quand on regarde ce qui se passe sur le YouTube game des nomades. On a l'impression qu'il faut être pété de thunes pour voyager, que c'est difficile de tout faire, d'aller partout. Et est-ce que en fait on entretient par ce discours, on n'entretient pas des peurs justement qui incitent les gens à pas se lancer en fait? Après je saurais pas trop définir le truc parce que est-ce que c'est le moyen aussi de préserver quelque chose une fois que tu l'as découvert? C'est de dire par exemple venez pas ici parce que voilà, y a rien à trouver quoi. Ici c'est nul, y a rien à faire. Et puis en fait c'est le contraire, c'est pour peut-être limiter aussi certaines personnes à leur donner une motivation de faire comme tout le monde, de sauter le pas quoi. Je pense, je sais pas, soit c'est ça, soit c'est aussi le fait de vouloir se donner une image qui n'existe pas parce que faut être honnête, je veux dire dans les vidéos YouTube t'as moyen de faire transpirer à peu près ce que tu veux. C'est toi qui fais tes tournages, c'est toi qui fais tes montages. Tu montres ce que tu veux montrer. T'as des gens qui ont une fâcheuse tendance à plus embellir le truc que de montrer la réalité. C'est pas forcément mieux d'ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui, à un moment donné, vont être piqués par ça. Ils se disent, allez, nous aussi, c'est notre tour de le faire. On lâche tout. Et ils vont arriver dans un monde où eh ben, c'est pas ce qu'ils ont vu sur Instagram, tu vois. Donc c'est pas rendre service non plus d'embellir la chose. Moi, je pense que on ne peut pas être des freins à l'envie de se lancer, tu vois. Non. Alors, je dis pas qu'il faut maquiller le truc en embellissant tout le temps et en montrant que ce qu'on a envie, parce que voilà, les difficultés, ça fait aussi partie de la vie, donc ça n'a pas être forcément tabou, tu vois. Après, que tu as envie de le partager ou pas, oui, mais globalement, moi, j'ai du mal avec des discours, tu sais, un peu négatifs qui disent que voilà, c'est compliqué, qu'il y a ci, qu'il y a ça, que encore une fois, il faut de l'argent pour voyager, que il y a des difficultés tous les jours. C'est une réalité, c'est pas à nier. Mais globalement, l'essence du voyage, c'est pas. Enfin, si tu as envie de te lancer, il faut pas se mettre de frein, je pense.
Après le truc, C'est comme ça qu'on a commencé, parce que de base, bien avant d'entamer le voyage sur la route, on était déjà comme ça. On déménageait Ouais. On est instable. Ouais, vous avez la mobilité on dans avait la peau, cette instabilité ouais. déjà. Ouais. Après, par rapport à ce que tu dis, je pense qu'il y a pas forcément de frein, si tu veux, à avoir. Quand tu veux faire quelque chose, tu le fais. Tu te plantes, tu te plantes. Ouais. C'est pas grave, tu reviens en arrière. Ça n'a pas forcément des conséquences de fou. Tu reviendras toujours plus fort. Mais là où je suis pas trop d'accord sur certaines vidéos ou de certaines personnes, pour pas citer des noms précis, parce que tout le monde aurait peut-être tendance à faire ça, c'est-à-dire de mettre un peu de magie dans les trucs en se disant voilà, c'est un monde où c'est difficile parce que si, parce que là, la vie est difficile. Ouais. Mais on parle de la vraie vie là, quand t'es dehors, tu voyages, t'es dans la vie. On parle pas de la vie de la société qui est plus horrible d'ailleurs, hein, parce qu'aujourd'hui vivre c'est compliqué, hein, de survivre c'est compliqué. Mais t'as des lots de galères. Tu casses une boîte comme ça nous arrive en Turquie, bah t'es tanké pendant 3 semaines ou un mois parce que t'as pas de pièces et que t'es obligé de les faire rapatrier de France. Ça coûte du fric. T'as pas prévu forcément cette défense. Tu vois, c'est l'histoire de la vie. T'as des problèmes comme dans tout, que tu sois nomade, que tu sois pas nomade, que il arrive un moment où t'es dans des galères et il faut que tu fasses face comme dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est ça. Après, de trop tirer sur la corde sensible en trop dramatisant, ouais, ça peut avoir un côté décourageant aussi pour certains projets de personnes qui sont peut-être un peu plus fragiles, enfin un peu moins aventuriers, je dirais. Ouais. Ah, on avait décidé de faire ça, craintif, mais juste parce que c'est l'inconnu, tu vois. ouais. Bah, l'inconnu fait peur. Ouais. Mais après, faut qu'il y ait cette excitation de découvrir. C'est là où tu trouves les plus belles pépites, justement. Mais après, je pense que moi, les vidéos YouTube, je pense que ça devrait être plus du divertissement, pas un mode d'emploi. Ouais. Tu écris ta propre histoire, toi. Je fais pas ça parce que y a telle chaîne qui l'a fait et tout ça. Ouais. Non, tu le fais parce que tu veux le faire, tu as envie. Ça te plaît, au finalité, ça te plaît plus, t'arrêtes, tu fais autre chose. Mais tu le fais pas pour quelqu'un modèle. Et c'est toujours ce qu'on a décrié un petit peu justement sur les populations nomades, youtubeurs, on va dire. Voilà. C'est pas représentatif du tout, hein, franchement. Voilà. Pour moi, c'est sûr. Pour moi aussi, hein, il y a plein de. Il y a plein de comportements et plein de faux semblants qui sont pas, qui nous rendent pas service. Carrément. Parce que aussi, il faut voir aussi la perception de notre milieu par l'extérieur. Et c'est vrai que quand on pense camping-cariste, on pense retraité, boomer, pété de thunes. On peut aller dans tous les extrêmes, hein. Ça peut être ultra crado, punk à chien, tout ce que tu veux. En fait, c'est simple, c'est fais ce que tu as envie de faire, découvre ce que tu as envie de découvrir. Il n'y a pas de modèle à suivre. Vous, en plus, vous êtes un exemple bien particulier, parce que toi, vous y connaissez rien en navigation, en voilier. Vous avez tout appris de zéro, vous êtes parti de zéro. Ouais, on est parti de zéro, on est parti sans base notoire, mais après le bateau, je veux dire, ça pourrait être n'importe qui. Je veux dire quelqu'un qui, comme je te disais tout à l'heure, qui vit depuis 25 ans ou 30 ans dans une maison ou dans un appartement et qui décide de partir en tant que nomade, il saute pareil dans un univers forcément qu'il connaît pas forcément. Et c'est pareil, quoi, ça peut faire peur, c'est une découverte, tu apprends les bases, tout ce que tu vas entreprendre, de toute façon, que ce soit sur la route ou n'importe où, quoi. Tu vas partir sur des bases neuves, tu vas apprendre par toi-même. Bah, c'est bête, mais la première fois qu'on est parti en camping-car, tu sais pas forcément comment tu fais un remplissage en eau, tu sais pas comment tu vides tes eaux, c'est pas marqué dans le manuel quand tu achètes le camping-car, quoi. Tout à fait, ouais. Il n'y a pas une bible du camping-cariste ou du nomade qui dit faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Quoi qu'il y aurait des gens qui pourraient faire ça. De l'eau, par exemple. Il y a des gens qui pourraient faire des tutos comment remplir l'eau, ça peut être sympa, hein, ça peut servir à plein de gens. Ouais. Mais après, bah voilà, que ce soit ça ou le bateau, c'est la même chose. Hein. Après, tu as toujours un mec qui va être sur le parking et qui va te dire ah bah non, mais attends, faut faire comme ça. En bateau, c'est pareil. Tu as toujours un mec qui va dire ah non, bah faut mieux faire comme ça, quoi. Tu vois. Donc tu apprends par toi-même, quoi. Alors, 02, 03. Tout le monde doit savoir ton code. Non, c'est pas dit le dernier. Hein? Vous savez. Ouais, mais moi je peux le dire parce que je le connais aussi.
Pleine de batterie. C'est un débat après, hein, c'est un débat. C'est-à-dire que quand tu arrives à plus te sentir bien à ta place, là où on t'a mis, ou là tu t'es mis, à un moment donné, il faut changer quoi, pour ton équilibre, pour ta santé mentale, tout ça. Ouais. Voilà. Donc, soit partir sur les routes, à pied, en bicyclette, en âne, je sais pas. Ouais. À un moment donné, si t'es plus bien là où t'es, bah, va là où t'es bien en fait. Pourquoi continuer à s'infliger mais c'est un problème sociétal en réalité. Hein. Beaucoup de gens n'ont pas forcément des fois le déclic. Ouais. Il y a l'aspect financier qui fait peur. Ouais, c'est beaucoup, hyper bloquant. Ouais. Je crois que c'est la première barrière, c'est l'aspect financier de dire si je lâche mon boulot, ça fait Qu'est-ce qui 10 va ans, se 15 ans que je passer, travaille là, si je lâche mon boulot demain, de quoi je vais vivre Mais en réalité, suivant ton mode de vie, t'as pas besoin de grand chose en réalité quoi. Après, il faut du fric, hein. Pas le mec qui dit je vis sans argent. Hein. Ouais, mais après, il y a tout un tas de moyens de faire de l'argent en faisant des contrats courts, en faisant de l'intérim un petit peu de temps en temps, tu vois, histoire de mettre de la thune de côté. Enfin, il y a plein de. Nous, on a des potes en Haute-Savoie, ils sont saisonniers 6 mois par an. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils vivent dans leur camtar en station, ils mettent un gros paquet de pognon et après, ils font 6 mois pépouze, tu vois. Après, j'ai envie de te dire, c'est des challenges quotidiens. Quand je regarde un peu en arrière, quand on a commencé la saison 1 avec Salma, c'était pas rare quand tu tanquais 15 jours, 3 semaines sur un parking ou sur un spot parce qu'il n'y avait pas de gasoil, enfin t'avais pas d'argent pour mettre du gasoil. Bah, ça reste des bons souvenirs. Ça reste des bons souvenirs. Aujourd'hui, ça me fait sourire quand je regarde derrière. Et puis à l'époque où on était face au truc, et ben, tu te creusais les méninges pour dire, bah voilà. Mais c'est que 30 services en réalité. Parce que justement, ça t'aide à te battre dans la vie de tous les jours et à trouver des solutions par rapport aux problèmes qui se présentent devant toi. Là où beaucoup de gens aujourd'hui baissent les bras vite en se disant c'est la fin du monde, tu as une facture qui tombe à la fin du mois qui n'est pas prévue, tu te dis putain comment je vais faire pour payer 150 balles, je les ai pas quoi. Tu vois et ça, cette angoisse-là, bah, on l'a pas, tu l'as pas. Parce que si tu les as pas aujourd'hui, tu les auras peut-être que dans 10 jours, c'est pas grave. Mais ça arrivera, tu te sortiras de cette situation quoi. Donc la vie tu la vois différemment, je pense qu'on n'a pas le même poids sur les épaules. Si je peux rassurer les gens qui aujourd'hui hésitent à franchir le pas, si on le fait intelligemment, la transition se passe bien. Voilà. En plus, voilà, on a quand même plus de facilité sous ce truc. On a quand même plus de facilité aujourd'hui à pouvoir travailler de manière détachée ou à distance. Tu vois. Donc, il y a un truc mine de rien qui a chamboulé un petit peu, qui a chamboulé la vie de tout le monde, enfin sur le terme mondial, c'est le Covid. Parce que il a pas fait que du bien, mais il a fait aussi découvrir certaines facettes de choses qu'on nous disait pas forcément, notamment le travail à distance. Et je pense que pendant cette période de Covid, le télétravail, ça a montré à plein de personnes en fait que c'était possible de travailler mine de rien à distance, quoi, pas forcément d'être au bureau ou d'être. Alors ça n'a pas été possible dans tous les corps de métier, mais je pense que ça peut être aussi une barrière qui peut tomber aussi pour certaines personnes qui ont certains corps de métier et de se dire ah ben ouais mais rappelle-toi pendant le Covid tu bossais à distance. C'est plus léger par contre. Donc ça peut le Covid aussi je pense a pas mal aidé c'est pour ça qu'on a eu après Covid on verra plus tard. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont lancés qui sont partis on revient demain après-demain. Non, c'était pour savoir. Il y a beaucoup de gens qui se sont lancés après le Covid justement parce que le Covid a aussi approuvé certaines choses. Donc il y a eu une population. Vous, le Covid, vous l'avez géré comment? Vous étiez déjà sur les routes ou... Ouais. Et du coup, ça s'est passé comment? Combien on était au Maroc. Ouais. La première partie du Covid, on était au Maroc. J'étais enceinte de la dernière, de Signal. Ouais. Et la deuxième partie Covid, on l'a gérée en Hongrie, Roumanie. Ouais. Ça s'est plutôt bien passé. En Hongrie, notamment, le Covid n'était pas là. Le Covid n'était pas arrivé jusqu'en Hongrie. Voilà. Donc on a découvert un pays libre. Ah ouais, quand on est arrivé, on s'est dit wow, les gens n'ont pas de masque ici, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, dans ce sens-là, oui. Vraiment. Ils n'étaient pas aussi focus que nous sur la protection et tout ça. Quoi. Le président hongrois s'était positionné à l'époque contre l'Europe en disant ouais non, vous faites chier avec vos conneries quoi. Donc il avait laissé tout accessible. Il n'y a pas eu plus de morts ailleurs qu'en Hongrie quoi. Et quand on est arrivé, on s'est trouvé dans une zone libre. Tu vois.
Et du coup, on a très bien vécu la partie Covid. Parce que on allait se baigner, on mangeait des gaufres, les restaurants étaient ouverts, tu pouvais manger en terrasse. Donc quand les copains nous appelaient, ah mais ouais, c'est cool, bah ouais, venez à Budapest. Tu vois, c'était un peu ça quoi le truc. Et après la Roumanie, on a eu énormément de mal à rentrer en Roumanie parce que la France venait de passer en zone rouge. Et vu qu'on était immatriculé en France, le douanier roumain nous a un peu joué tu vois, de la mandoline, mais on a réussi à rentrer quand même. Et puis après la Roumanie c'était aussi soft niveau Covid. Ouais. On a terminé dans des endroits où c'était très libre d'esprit, donc le Covid n'était pas arrivé jusque là. Il y a qu'en France qu'on nous a fait chier avec ça. Non, au Maroc c'était costaud aussi. Hein. Ah ouais. Ouais. Maroc, Salma s'est battu avec un flic. Hein. Ouais. Non, c'est vrai. Faut pas le dire. C'est battu avec un flic. Non, en fait. Ouais, en fait, on voulait sortir ce jour-là, c'était la. J'ai en plus avec les hormones de grossesse, donc je suis là. T'étais enceinte. Je sors, je dis ah c'est bon, je veux sortir, moi, je voulais aller à la plage, grillade, mais vraiment, prendre des vacances. Le flic il arrive avec sa moto et il me dit tourner dans les quartiers en fait. Tu fais quoi là? Je dis bah comment ça tu fais quoi? Ça se voit pas, je vais me promener quoi. Je dis mais c'est interdit. C'est interdit? Tu vas me faire quoi moi en seul? C'est interdit, j'ai envie. Après à force il a laissé tomber quoi. Ouais, faites ce que vous voulez quoi. Je l'ai fatigué que. C'est la vie vers la liberté. Le truc marrant de cette anecdote là, c'est qu'on est allé à la plage pour de bon. Et on s'est garé devant les militaires marocains. Et je sors de la voiture. Et j'ai le culot ou le dédain de dire au mec qui est là, en uniforme, elle te dérange pas ma voiture garée là? Le mec me regarde et me dit non c'est bon. Je dis à Salma c'est bon sur les affaires. Quand ça nous a fait drôle quand on s'est retrouvés, quand on voulait, on était seuls. Et j'ai trouvé ça, enfin, c'est triste, on dit waouh, le monde il s'arrête. Ouais par contre ça a été un choc. Parce que quand on est parti, il faut dire ce qu'il y a, on était tout seul. Ah moi j'ai fait un aller-retour Paris-Chambéry, c'était Walking Dead. Mais genre il y avait personne. À un moment donné je me suis arrêté, j'ai fait un selfie sur l'autoroute. J'étais au milieu des 3 voies, il y avait 0 bagnole, même pas de camion et tout, le truc que tu vois jamais tu vois. Ah ouais c'est ouf. Hein. Non, moi j'étais triste, pendant le Covid j'étais triste parce que bon comme je te dis j'ai un esprit de contradiction prononcée qui coule dans mes veines, tu vois, et j'étais triste de voir que y a beaucoup de gens qui est plié face à des consignes de personnes qui sont au-dessus de toi, quoi. Je veux dire, c'est un peu bête d'arrêter le monde, d'arrêter la vie pour. Est-ce qu'il y avait vraiment un risque? Est-ce qu'on n'a pas plus de risques aujourd'hui alors personne ne dit rien? Je suis pas persuadé. Ça m'a rendu triste de voir qu'il n'y ait pas eu plus de rébellion, de gens qui se disent merde j'ai envie de sortir, je sors. T'as des gens qui ont vraiment subi un système carcéral. Hein. Dans certaines villes c'était ça. Hein. Moi je vois par exemple. Paris notamment. Hein. Ouais, il y a eu. Les Parisiens ils ont beaucoup souffert pendant la période Covid. Il y a des mecs qui ont eu des conditions difficiles. Après moi je vois ma mère qui est en EHPAD. On n'a pas pu la voir pendant toute la période. En plus, Alzheimer, tu vois. Donc, ça, c'est le côté triste. L'impact du temps et de l'absence des gens, ça a marqué un peu plus les effets de la maladie, tu vois. Et eux, pour la peine, ils ont vraiment. Ils ne pouvaient pas sortir, quoi. Ils ont été dans une chambre sans bouger, quoi. Avec des visites. En plus, mon cœur, toi, t'as fait ça quand tu étais. Moi, je me suis retrouvée à pleurer dans des couloirs. Tellement c'était dur. Non, mais c'était vachement déprimant. Ouais, vraiment. Sachant qu'au Maroc, c'était vraiment des frontières d'un village à un autre, en fait. Ouais, tu pouvais pas passer du village à un autre. On était à Agadir. Je voulais aller voir mon. Ouais, les villes, elles étaient fermées. Ah oui, on était à Agadir, on sort un jour pour aller voir une de ses tantes à côté d'Agadir. À Itzmeloul, on passait pas, il y avait un barrage de l'armée, quoi. Tu passais pas d'une ville à l'autre, quoi. C'était vraiment, tu sais, en quarantaine, quoi. Et après, bon, on est passé parce que tout se négocie, quoi, on va dire. Mais pas tout se négocie dans la logique des choses. Ouais, c'est bon. Mais c'est vrai que c'était une période assez compliquée. Mais bon, sortie de Covid, une fois que tout s'était terminé, ça nous a pas empêché de faire pas mal de kilomètres pendant le Covid. Et on s'est dit là, on craint des gains, quoi. Tu vois, il peut venir tout et n'importe quoi. Derrière, on s'est mangé des émeutes à Dakar, au Sénégal. On a été au cœur des émeutes à Dakar. On s'est dit, on a passé le Covid, frère, on craint plus rien. Tu vois, c'est cette manière de dire, en fait,
il t'arrive des aventures tous les jours et c'est ça qui est magnifique, même si elles sont pas forcément plaisantes, mais on n'a pas vécu les choses pareilles, tu vois. Voilà, en gros c'est ça. Bah, c'est ça qui fait la beauté des personnes en plus, parce que quand t'es pas formaté par tout un tas de choses, que tu vois par toi-même et que tu as la possibilité de vivre ces choses-là, t'es forcément différent et du coup bah ce décalage il est séduisant, tu vois. Moi je Bah, trouve que je trouve que les gens qui ont ce genre d'expérience de vie, bah, c'est les gens qui sont riches. Bah après c'est l'open mind, hein. C'est Ouais. l'open mind, c'est-à-dire que quand tu vas rencontrer des gens, tu vas voyager, tu vas passer de pays en pays, des cultures différentes, ça va t'apprendre, enfin ça va t'ouvrir les yeux sur des choses déjà. Ça va t'interroger, Ouais. tu vas t'interroger sur ton mode de vie aussi. Voilà. Notamment le plus bel espace pour s'interroger sur soi-même et sur son mode de vie, c'est l'Afrique. Parce que tu vas découvrir Ouais. des populations qui vivent avec 4 fois moins de choses que toi, pour pas dire 10 fois moins que toi. Et Aussi, ils s'en sortent 10 fois plus que toi. Ouais. Et là, tu t'interroges sur ton système de Sans, fonctionnement. En fait, tu te dis, il y a famille, peut-être une erreur système là, en fait, Ouais, par rapport à ce qu'on nous a appris quoi, en Europe ou en Occident. Donc, le voyage permet aussi d'ouvrir son esprit sur pas mal de choses et ouais, il faut le faire. Il faut ouvrir son Faut se esprit. lancer, ouais. Faut ouvrir son esprit. Bah, être nomade c'est un peu ça aussi, c'est comme ces populations, on fait avec ce qu'on n'a pas, Ouais, on c'est ça. compose avec ce qu'on a, et voilà, on se débrouille avec ça quoi, et on a cette conscience que peut-être que les urbains ils ont pas, quand eux ils allument la lumière et que du coup bah ils se posent pas la question de savoir si ça va durer. Oui, Voilà. oui, c'est vrai, c'est des automatismes et des choses, bah, les gens se posent pas de questions, hein. Ça marche, on appuie sur le bouton, ça fonctionne. C'est vrai, comme tu dis, les gens se posent pas trop la question. Après, quand tu dois aller chercher de l'eau propre, potable, au puits, avec un seau et un âne, tu prends une dimension différente tu vois, du truc, quoi. Et c'est là que ça existe encore, c'est pas que dans les films, hein. Ah. Il y a des villages qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas d'eau courante. Donc là, ça te remet face à la réalité en te disant ouais, c'est lourd 2 bidons de 5 litres à porter sur 2 km, tu vois, mine de rien. Et là, tu te rappelles que bah ouais, tu es chez toi, tu tournes ton robinet, ça coule. Moi j'ai eu ce premier contact avec cet aspect-là quand j'étais en ex-Yougoslavie, en Bosnie. Donc tu arrives dans un pays qui est dévasté, pays européen parce que bon, on a quand même beaucoup de similitudes, tu vois. Et t'arrives et tu vois des gens, la nuit, t'es frappé par la noirceur de la nuit parce que t'as aucun éclairage public. Tout est dévasté, les poubelles sont dehors, enfin tout est brûlé comme ça, des chiens en veux-tu en voilà, et des gens qui font plusieurs kilomètres pour aller choper de l'eau. Des gamins qui font 3 heures de marche pour aller à la première école qui est à proximité. Et pareil, Afghanistan, j'ai vu ça aussi, où t'as des mecs qui font de 4 heures du matin à 21 h le soir, qui taffent non-stop pour gagner 3 sous et qui bouffent rien, et qui en plus doivent gérer le quotidien, de savoir si en rentrant ils auront assez d'éclairage pour passer la soirée, enfin des trucs que nous en fait on n'a pas conscience de ça tant qu'on ne peut pas avoir conscience de ça tant qu'on l'a pas vu, quoi. Ah, je pense que les gens se voilent la face parce que tu as ce qu'on appelle, moi c'est ce que j'appelle le tourisme riche. Hein, aujourd'hui tu me diras je suis un bobo. Bah, je suis un bobo dans le sens où j'ai un bateau, tu vois, je me la bête, tu peux dire ce que tu veux. Ouais, bien sûr. Et je suis parti avec un camping-car qui avait je sais pas combien de milliers de kilomètres, qui était de 88, qui avait pas de frigo, qui avait rien du tout. Tu vois, on a connu le truc. C'est une évolution personnelle qu'on a voulu. Ce que je veux dire là, tu as le tourisme riche, c'est-à-dire que tu as des gens aussi qui vont se voiler la face, qui vont partir dans certains pays en vacances, etc., qui viennent en tant que touristes, qui viennent pour s'éclater, pour profiter de la belle plage, machin, etc. T'es pas au milieu des gens, t'es pas au milieu de la population, t'es dans des hôtels, t'es dans des machins, donc t'es vraiment isolé, c'est du tourisme riche. Le tourisme, on va dire, enfin, mais je peux même pas appeler ça du tourisme, mais vraiment de l'immersion dans la vraie vie. Ouais. T'arrives dans un village, avec ton van, avec ton kangou, avec ton camping-car, et là tu te poses, tu t'arrêtes, tu commences à te faire couler un café, t'as un mec qui tape à la porte que t'as jamais vu de ta vie, et qui te dit ouais c'est cool et tout, vous êtes d'où, vous êtes français, machin, ah bah ce soir viens manger à la maison. Un truc improbable, en France, ça n'existe pas ça. Non, ça c'est pas ça la n'existe c'est plus. pas du tout les trucs qu'on connaît ici. Ça pour moi tu vois c'est le vrai voyage.
le voyage de tourisme riche, de prendre un billet d'avion qui coûte 500 € et d'aller taper une semaine d'hôtel en Afrique, au Sénégal, comme il y a eu quand il y avait les clubs à l'époque, Club Med et compagnie, à Sali. C'est pas de l'immersion, quoi. Tu viens dans un truc fait pour les étrangers, pour les touristes. Tu repars dans ta logique d'occidentaux, quoi. Exactement. C'est comme les gens qui vont au ski, tu vois, et ils se font chier le cul à payer leurs vacances de ski et ils se retrouvent dans un truc encore plus petit que chez eux. C'est des HLM sur des centaines de mètres. Et dans les files d'attente pour le circuit, t'as l'impression que t'es au métro. Enfin, moi je vois pas l'intérêt de passer des vacances comme ça. Alors c'est sûr, certes c'est des paysans, tu vois, mais enfin, ça fait pas tout, quoi. Bah, c'est pour ça que je dis, il faut vraiment, tu vois, le but du jeu c'est vraiment de découvrir au plus près le pays où tu vas visiter. C'est pour aller squatter dans des campings qui sont tenus par des expats. Ça peut être sympa, attention, hein. On l'a eu fait, hein. On a rencontré des gens qui étaient expats dans certains pays et tout, c'est bien, enfin, on a passé des bons moments. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu fais que ça comme touriste, tu vois rien. Tu restes protégé dans une bulle, tu prends pas de risque. Je vais te dire honnêtement, dans ma vie, j'ai traîné dans des bas quartiers un peu chauds, tu vois. Londres, Rotterdam, Marseille, Paris. J'ai fait Barcelone, La Mina, Madrid. Tu vois, j'ai traîné dans des sacrés guépiers dans ma vie. Et ben il n'y a pas très longtemps, quand on était en Mauritanie et qu'on a traversé le quartier le plus craignos de Nouakchott à pied, avec des gens d'une association qui venaient nous montrer comment ils œuvraient dans le quartier, bah, tu reviens à l'ancrage du truc en te disant bah ouais, ça se passe comme ça, quoi. En Mauritanie, c'est un très beau pays, mais tu as un gros problème. Le problème numéro 1, c'est les classes. Et c'est un fléau pour la Mauritanie, quoi. De te dire que tu fais partie d'une certaine classe et que on ne te donnera jamais l'autorisation administrative d'ouvrir une société parce que tu es un mort noir, quoi. Tu vois, donc ça m'a frappé, ça, en Mauritanie. Et quand on a traversé le quartier de Nouakchott, le carrefour Yerossar, qui est un des plus pauvres quartiers les plus pauvres de Nouakchott, de la capitale, bah, tu vois des populations qui sont laissées, tu vois. Mais, comme je te dis, ça a un effet bénéfique aussi de comprendre comment tourne le monde, comment tourne le pays. Tu as des gens qui veulent sauver ça, et ces gens-là qui œuvrent, on les a rencontrés à Nouakchott notamment pour une association. Et tu te rends compte qu'il y a, malgré tout ce caca, en fait, il y a encore des gens qui sont là à se battre. Et ça, c'est la beauté du truc, parce que ça te redonne un peu du poil de la bête, où toi, tu vas t'abattre pour un problème de merde qui est pas vraiment très grave, et ça va tomber sur les épaules, tu vas dire, ah putain, j'en peux plus, nana. Alors que, voilà. Donc là, tu te mets, tu vois, t'es vraiment dans le terre-terre, quoi. T'es vraiment là, au milieu des gens, et tu te dis, en fait, ma vie, j'ai pas à me plaindre, quoi. En fait, c'est ça, quoi. Ouais, tu relativises peut-être un peu plus facilement sur ce qui peut t'arriver. Et puis du coup tu te forges et une ouverture d'esprit et un caractère qui fait que quand tu reviens dans une civilisation comme la nôtre, on va dire européenne et tout ça, bah voilà, les difficultés elles t'atteignent moins, parce que tu te rends compte qu'en fait on se fait des montagnes pour rien. Beaucoup de choses, quoi. Bah ouais, mais après c'est le problème d'aujourd'hui. La société qu'on a aujourd'hui, elle crée pas des hommes forts, elle crée des hommes faibles, entre guillemets, parce que tout est facile. Si tu regardes la vie de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, on est des rigolos, je veux dire, honnêtement, on est des rigolos. Hein. Et justement, de se rappeler ça et d'aller à la rencontre de populations ou de pays où ils vivent encore à l'époque de nos arrière-grands-parents ou nos grands-parents, et ça te permet de te mettre un petit réveil dans la tête en disant, oh, c'est bon, j'ai pas le droit de me plaindre, et quand j'ai des difficultés, faut que je me batte et il faut que j'avance, parce que moi, on est privilégiés. Tu vois, on est quand même des privilégiés, faut dire ce qu'il faut, quoi. Faut dire ce qu'il y a. Ouais, ça te pousse à avoir une certaine résilience, quoi, qu'aujourd'hui on a facilement tendance à baisser les bras dès le premier pépin venu, tu vois. Si tu veux, le problème, c'est quand tu vois, je regarde pas les informations, moi, parce que je suis pas, je me suis allégé de tout ça, parce que j'ai moins de merde qui rentre dans mon cerveau, tu vois. Je me tiens au courant de ce qui se passe quand même, hein. Je suis pas non plus un ermite, mais quand tu vois que tu as des gamins qui sont capables de se foutre en l'air pour une mauvaise note, ça me rend fou, quoi. Je me dis, la société, comment on en est arrivé là? Le gamin, il aurait relativisé parce qu'on lui aurait pas mis la pression. On va se dire, finalement, j'ai eu des mauvaises notes, je suis un tocard à l'école, et puis j'en ai rien à foutre, parce que de toute façon, je veux pas être médecin, je veux pas être avocat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de
de fabriquer des maisons en paille au Nigeria. Tu vois. Enfin, le mec, il se met un projet dans la tête, il s'y tient, et puis c'est ça qui va le faire avancer. Mais non, la société va mettre une pression telle sur ses épaules qu'il va briser, elle va briser tout son avenir, quoi, quelque part, tu vois, où elle va te mettre dans une boîte où t'as pas envie d'être, où tu vas te sentir à l'étroit. Et ouais, la liberté de, pas dire du nomadisme, mais la liberté de partir sans te retourner derrière ou sans avoir d'attache, c'est justement casser ces mœurs-là, quoi, casser ces codes. Fais du bien ton Ajax vitre là. C'est bien. Me fait à l'Ajax le bazar là. Après, je vais repasser tous les traits un peu épais comme lui. Là. Là, ouais. T'as vu, c'est du bon taf, hein. Franchement, c'est du bon boulot. Ah, Claude veut voir. Je vais envoyer la Non, photo. non, Elle a ne dit, fais on pas veut voir. Non. Ah oui, fini. Ah, fini, ouais. Un dragobit. Un dragon. Il est toujours Dédicace à Ah, Louis. dédicace à Loïc, je me fais Alors, tatouer un dragobit sur l'avant-bras. Beethoven. C'est beau. Ah, C'est bien, bien, franchement, je vais le mettre plus souvent, lui. Hein. c'est marrant, c'est un petit côté chamanique, hein, Tu- Ah, chaman. comme les chamans. Donc pour revenir au tatou, Premier toi, club, c'était tes premiers tatous aussi? Non, t'en avais déjà toi. Ouais, j'avais déjà un tatou, ouais. Qui n'était pas fait officiellement par un tatoueur, mais Comme moi. non, bah toi t'es une tatoueuse. T'es un tatoueuse. Ouais. Ah, tatouage, toi, ouais. Bah ouais, mon cousin. Tremblote. Ouais, non, j'avais déjà un tatou qui se voit pas forcément, mais c'était pas quelque chose d'officiel, quoi. Est-ce que t'as des endroits dans le monde où tu voudrais te faire tatouer, genre, tu vois, la Polynésie, des trucs comme ça? Ouais, bah ouais, obligé. Obligé parce que c'est pareil, c'est un art ancestral. Et tu te dis aujourd'hui, ouais, tatouage polynésien, c'est joli, moi j'aime bien, il y a certaines pièces qui sont vraiment belles. Après, c'est trop dommage de ne pas le faire en Polynésie, quoi. Après, mon vrai kiff, ce serait si je me faisais un tatouage polynésien, ce serait de le faire à l'aiguille, quoi. Je veux dire, à l'ancienne, quoi, au À marteau, l'ancienne, au burin, quoi, tu vois. Ça serait le kiff. Mais bon, après, je suis pas encore en Polynésie. Peut-être hein, dans vos pérégrinations, comme on dit. Peut-être. Peut-être que vous aurez l'occasion de voir ça. Ouais. Ouais, bah, c'est sûr. Après ouais, C'est que tu seras là. On se le souhaite. peut-être, Hein on sait pas de quoi l'avenir est fait, en fait. Petit navire. Petit navire. Comme le Il thon en mer. était un petit navire. Tu vois. Ouais, la Polynésie en camping-car, c'est compliqué. Hein. Ouais, ça va être. Il va falloir des gros flotteurs hein, pour le bousin. Quoique, il y a des Italiens qui ont traversé l'Atlantique avec des Land Rover. Non, c'est pas une blague. Sérieux? Ça date des années 90. Ils ont pris des Land Rover, 2 Land Rover. Ils ont posé sur un radeau ou. Bah, en fait, ils ont transformé un Land Rover en bateau. Sérieux? C'est-à-dire qu'ils ont bouché toutes les failles potentielles qu'il y avait au niveau de la carrosserie pour rendre l'intérieur étanche. Ouais. Ils ont mis ça sur des sortes de gros flotteurs et ils ont traversé l'Atlantique sur des Range Rover. Ouais. C'est des Italiens qui ont fait ça. Moi, quand j'avais vu la vidéo, j'ai trouvé ça exceptionnel. Parce que je me suis dit, ouais, bah voilà, le mec, il est couillu, quoi, tu vois. Voilà, quoi. Traverser en bateau, c'est déjà pas forcément facile. T'as l'appréhension du grand large, t'es au milieu de nulle part, t'as rien pendant 10, 15 jours, 20 jours, t'as rien autour de toi. Et avec un bateau pseudo préparé, tu vois, qui est apte à faire le voyage. Alors traverser avec des trucs aussi insolites, en tonneau, en paddle, en paddle non ça n'a pas été fait, mais en pédalo, comme il y a un Suisse qui a traversé récemment là, avec une sorte de pédalo géant, quoi. Je trouve ça exceptionnel. Là. Non, je me souviens plus du nom. Là, je sens que tu vas me niquer ma race. Mais je trouve, ça aussi, ça fait partie du monde du voyage. C'est l'aventure justement improbable. C'est-à-dire de te dire, bah tiens, si je faisais ça avec ça, ça peut être sympa. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui pas établissent des records, parce que c'est pas des records à établir, on le fait pour le plaisir personnel. Mais c'est là que tu dis qu'il y en a, bah ouais, finalement, ils ont essayé et puis ils l'ont fait, quoi. Donc ça peut être aussi un modèle de... Ils savaient pas que c'était impossible, mais c'est pour ça qu'ils ont réussi, quoi. C'est pour ça qu'ils l'ont fait.
Disons qu'en réalité, il n'y a pas vraiment grand-chose d'impossible, si tu regardes bien. Il suffit d'y croire et voilà. Demain, quelqu'un qui me dit, au jour d'aujourd'hui, bah, moi, mon rêve, c'est d'aller dans l'espace, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Ouais. Tu remets ce concept-là au Moyen-Âge, le mec au Moyen-Âge qui aurait dit, moi, un jour, je vais aller sur Mars, le mec, il se faisait brûler direct. Ouais, direct, Tu vois. Clairement. Ouais. Mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment grand-chose d'impossible. Aujourd'hui, il se passe des choses totalement folles. Ouais. Là, on vit des trucs de Mais, fou mais furieux, quand je te dis des trucs fous, c'est des trucs fous. Un homme, il a envie de devenir une femme. Ouais, il peut. Il peut. Il peut. Tu vois, Non, mais c'est vrai qu'il n'y a plus d'obstacles il y a- technologiques à tout. Hein. À tout. Donc pour moi aujourd'hui, il n'y a plus trop d'excuses à dire ouais, je ferais bien ça, mais bon, tu vois. Non, si tu as envie de le faire ou que tu y as pensé, fais-le. Ouais, Et puis si tu le fais pas, il y en a qui le feront à ta place. Hein. ouais c'est ça. Ouais. Donc, Je vais rien pour te donner des forces. poulet curry coco. Ah. Ça, c'est pas fair play, quoi, tu vois. Ça, c'est- Moi qui suis un putain de gros mangeur, tu me Ouais. fais des trucs comme ça, quoi, pas Claude, vrai, c'est hein. pas Ah, cool. ça, le poulet curry coco. Ah, on aime tout, nous. C'est Je ça fais notre tout le problème. temps. Eh ouais. Ça, c'est un aspect sympa du voyage. Pour nous, c'est aussi la nourriture. On est des gros mangeurs et des gros gourmands. Alors, Je pense qu'on l'a vu sur nos vidéos. du coup, à chaque fois que tu arrives dans un pays, c'est quoi qu'on mange ici C'est bon, c'est... On s'intéresse vraiment à tout. Enfin, Et ça, c'est la partie la sympa du culture. voyage. Ah ouais, Ouais. c'est des belles découvertes. Généralement, ça marque bien un voyage. Quand tu te mets au local et tout, Ouais. t'as des belles surprises. Fais en sorte Là, dans que- les Caraïbes, vous allez avoir quoi? C'est quoi Le, à part le rhum, mais le mets numéro un, le kiff numéro un, Mm. c'est d'aller pêcher tes propres langoustes à la main, Ah ouais. tu vois. Ouais, Voilà, ouais. ça c'est le kiff Voilà. ultime, je pense. tu m'étonnes. Ouais. Ah oui, non, ça, je vois bien le truc, quoi. Puis la satisfaction, tu les as chopés, toi. Ouais, grave. C'est du tout frais. Tu peux pas faire mieux, quoi. Putain, ouais. Après, les îles, tu vois, pour nous, c'est quelque chose aussi qui est sympa à vivre en tant que de voyage comme ça, parce que généralement, c'est des îles qui sont multiculturelles. Mm. Tu vois, par exemple, La Réunion, c'est une île où il y a des Chinois, il y a des Malgaches, il y a des Hindous. Ouais. Donc, tu retrouves des cultures, une culture qui est vachement riche. Et puis, bah, ça s'étale aussi sur la nourriture, quoi. Tu peux manger plein de trucs différents. Te donner un plat typique de La Réunion, il n'y en a pas, il y en a des centaines, des milliers, tu vois. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans ces zones-là, c'est que tu vas en Allemagne, tu as un peu d'affluence, peut-être parfois hongroise, peut-être un peu française, tu vois, enfin, dans les pays limitrophes. Ah, ouais. Mais c'est surtout des spécialités allemandes, quoi. Alors que dans les îles ou dans les endroits comme ça, c'est multiculturel. Ah ouais, tout à fait. Et c'est sympa. L'Amérique du Sud, c'est un projet? C'est dans la to-do list. Ouais. C'est dans la to-do list, l'Amérique latine, bien sûr. Bah, l'Amérique latine, c'est aussi un rêve depuis pas mal de temps. Hein. Et puis, ce qui est bizarre, c'est qu'on a vraiment les mêmes rêves. C'est pas. Ouais, ça c'est vrai que. Je suis lui ou lui me suit. Ouais, ouais, C'est ouais. vraiment tous les deux. Ouais. Ouais. Vous avez Vraiment. ce partage-là qui est très ouais, fort, quoi. C'est incroyable. Vraiment. Donc l'Amérique latine, comment je sais pas encore, on verra, on sait pas. Peut-être C'est possible. un tour de l'Amérique latine en bateau avec des étapes routières, non? De faire ça, franchement, je serais frustré en fait. Il y a un truc, quand tu voyages en bateau, tu manges de la côte en fait. Quand tu arrives dans un pays ou dans un endroit, tu manges de la côte parce que tu es au bord des côtes. Donc tu sors, honnêtement, mis à part peut-être les îles des Caraïbes et du Pacifique, mais tu t'arrêtes en été dans un mouillage ou dans un port en Espagne, tu t'arrêtes en Espagne à Port-le-Cat où tu as la langue qui change, c'est tout, quoi. Le climat est le même, les bâtiments sont quasiment les mêmes, l'ambiance est quasiment la même. Donc après, tu vois, les côtes d'Amérique latine, je pense que c'est pareil, mais ce qui est intéressant, C'est un peu plus dépaysé quand même. un peu plus dépaysé, mais je veux dire, après, ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller chercher au cœur du pays, Ah ben. aller grimper dans une Vraiment. montagne à 4000, hein. Je sais pas, ça peut être sympa, tu Ah, vois. ouais. Vraiment laisser ton bateau dans un port et aller,
Ouais. Ah ouais, il y a une multitude d'endroits là-bas qui me fascinent, enfin, qui me fascinent et que j'adorerais faire. Il y a tout ce qui est le Belize avec tu sais, tout ce qui est civilisation Inca, Aztèque, je sais plus. Ah ouais, bien sûr. Après, il y a le Chili avec tout ce qui est Nazca. Enfin, là, il doit y avoir des trucs, mais enfin, ça doit trop tourner le cerveau. L'île de Pâques, Ouais. tu peux le faire, vous pouvez le faire ça tu penses que vous avez Vu la le potentiel? aujourd'hui, vu la situation géographique de l'île de Pâques, je me sentirais pas d'aller à l'île de Pâques en bateau. Voilà. C'est loin, hein, je crois que c'est à 5000, c'est à plus de 5000 km C'est des loin et côtes puis chiliennes. c'est le truc, c'est qu'en navigation, là, tu commences à arriver à des latitudes où c'est costaud, quoi. Ouais, c'est pas Ouais. l'Atlantique. Voilà. Là, c'est costaud. Donc ouais, aujourd'hui, non, l'île de Pâques, c'est pas à la prévision, quoi. Dans 5 ans, peut-être, je sais pas. Mais aujourd'hui, non. Mais techniquement, ton bateau, il pourrait le faire. Techniquement, oui. Mais de toute façon, le problème de tout C'est marin, l'homme. c'est pas le bateau qui est pas capable, généralement. Ah C'est le capitaine. ouais. Tu vois, le bateau, lui, le bateau, voilà, s'il est fait pour naviguer, s'il est fait pour aller dans toutes les eaux et dans tous les océans, voilà. Le problème, c'est pas le bateau, généralement, c'est le capitaine. Ouais. Hein. Donc oui, après, c'est des endroits où aujourd'hui, non. Et puis c'est des endroits où c'est pas au premier plan du programme, quoi. L'île de Pâques. Je me suis jamais réveillé un matin en me disant putain chérie, il faut qu'on aille à l'île de Pâques, quoi. Ouais. Tu vois. Mais je me suis réveillé des matins en me disant putain chérie, il faut que j'aille au Vietnam. Chérie, il faut que j'aille au Japon. Chérie, il faut que j'aille en Argentine. Tu vois, mais l'île de Pâques, non, c'est pas. Et Après, l'Asie en bateau, ça vous paraît bien ou compliqué? l'Asie, L'Asie, l'Indonésie, enfin tous les trucs. l'Asie, c'est possible en bateau parce qu'il y a des gens qui le font, donc Ouais. le programme est voilà. La faisabilité est beaucoup plus compliquée. Il y a beaucoup de piraterie au niveau de certains endroits en Asie. Et c'est pas forcément facile parce que c'est pas un endroit, si tu veux, où on a développé des marinas, ou tu vois des trucs un peu comme dans les Caraïbes ou comme en Europe. Donc c'est un peu plus sauvage. Ouais. Mais il y a des gens qui vivent là-bas et qui sont allés là-bas et sans problème, ça se fait bien. De toute façon, j'ai envie de te dire, l'Asie, que ce soit en bateau ou pas, même s'il faut que j'y aille à pied, j'irai faire l'Asie parce que c'est vraiment... voilà. On est amoureux de l'Asie et c'est une culture qu'on ne connaît pas plus que ça. On y est totalement différent parce que on n'a jamais été bercé dans cette... Au niveau culinaire, on mange souvent. Ouais, là-bas, ouais, c'est. Ah, ils mangent de tout, quoi. Donc, Mais l'Asie, ça se fera. On peut jamais dire à 100%, c'est sûr que je le ferai. Mais oui, je peux pas quitter ce monde sans au moins aller en Asie du Sud-Est. Tu vois, T'as l'Asie, quoi. T'as je peux pas. Alors je te dis pas que j'irai en Thaïlande. ouais, parce qu'après, il n'y a pas que la Thaïlande. C'est beau, c'est magnifique la Thaïlande, mais il n'y a pas que ça. Non, il y a plein de pays en Asie du Sud-Est qui Il y a sont bien, le quoi. Cambodge, Vietnam, Cambodge, le Laos. Laos, enfin, ouais, des trucs, La Malaisie. ouais, Malaisie, ouais. Donc l'Asie, oui, en bateau ou pas en bateau, ça c'est un programme certain à un moment donné. Ouais. La Chine. Bah, la Chine, après, un peu moins. la Chine Enfin, un peu moi, moins, ouais. Un peu moins attiré par la Chine. Ouais. Moi, il y a le côté tech de la Chine qui me moi, la séduit, Chine, mais après, c'est le nombre qui m'effraie, en fait. moi, je suis plus attirée par le Japon. Ouais, pareil. Ouais. Que par la Chine. La Chine, ce qui fait peur, si tu veux, c'est ce qu'on a fui entre guillemets, en moins puissant. Ouais. Mais on a fui, si tu veux, ce contrôle. On essaye de fuir ce contrôle et tout ça. Et c'est un pays qui est comme ça dans les gènes. Donc des super bonnes rencontres en perspective, je pense. Des découvertes de fous aussi. Ouais, je pense Mais que- l'oppression de te dire t'es un touriste, tu viens pour faire quoi? Tu viens pour espionner? Tu viens pour... T'es un agent secret? Non mais je délire pas en disant ça en plus. Non, ouais, C'est clair. en plus, avec le contexte international, Le caractère c'est obligé qu'on passe, paranoïaque des Chinois, quoi. Mais donc ouais, la Chine un peu moins. Ouais. Quoique il y a des régions de Chine qui sont C'est plutôt pas mal. Mais... plutôt pas mal à découvrir, qui pourraient être sympas à découvrir parce qu'ils sont vraiment nature et où la population, voilà. Là, ils ont aussi un désert, je crois que c'est l'un des plus grands du monde aussi, qui a été en partie replanté, je crois.
mais qui doit être magnifique, quoi. Mais quoi qu'il arrive, l'Asie, c'est certain. Voilà. Comment, je sais pas encore. Normalement, en bateau, si tout se passe bien. Ouais. On espère boucler un tour complet en allant traîner nos guêtres sur l'Asie du Sud-Est. Ouais. Parce que là, vous partez à un temps donné, vous n'êtes pas fixé de date de retour. Bah, On sache pour les prochains tatous parce que faut prévoir. le truc, c'est que non, on n'a pas de date de retour. Ouais. On a des impératifs parfois qui nous, voilà, comme aujourd'hui où on se retrouve dans des situations de tampon. Ouais. Mais non, on n'a pas de date de retour. Et puis on n'en veut pas parce que ça serait mettre une date de péremption sur notre vie quelque part, tu vois. C'est ça, ouais. Donc non, on n'a pas de date de retour. On est parti avec un objectif. Quand on a pris bateau, on s'est dit on fait un tour du monde. Au moins un tour du monde. Sur Et environ 6-7 ans, Ouais, c'est beau. tu vois. si ça prend 6 ans, ça prend 6 ans. Si ça en prend 10, ça en prend 10. Tu Ouais, vois, ouais. je suis pas à 4 années près. T'es Mais à l'abri de tomber. j'ai dit quitte à faire un tour, il faut le faire, il faut qu'on le fasse correctement. Ouais. Quoi, tu vois, il faut vraiment que tu ailles voir les pays que tu as envie de voir, que tu as découvrir les pays que tu veux Ouais. découvrir. Quoi. C'est pour faire un truc en bouclé en speed, ça sert à On rien. veut Ah, bien vraiment sûr. prendre le temps, vraiment. Mais il y a des étapes avant d'en arriver là. Ah Hein. oui. Il y a des étapes. Hein. Ah ouais, mais de toute façon, après, tout se fait pas du jour au lendemain d'un claquement de doigts, hein, c'est évident. Après, on est comme ça. Ça peut paraître fou, hein, parce que le grand écart, je te disais qu'on a fait entre la route et le bateau, c'est un truc fou. Nous, on est arrivé dans ce milieu-là. Moi, je savais pas lever une grande voile. Hein. Ouais, t'es vraiment parti de zéro. On Quoi. est parti de zéro. Ah, Hein. Mais je me suis dit, rien n'est impossible. Hein. S'il y en a d'autres qui l'ont fait, pourquoi moi, j'y arriverais pas? Je suis pas plus con que les autres. Tu vois. ouais. Après, c'est un milieu qui est assez compliqué à gérer quand tu viens de la terre, faut être honnête. Ouais. Il n'y a pas que des bons côtés. Ouais, mais au final, vous êtes mis tous les deux et Ouais. au final, voilà, vous avez quand même Au final, je suis. réussi à passer Gibraltar. Enfin, Ouais, Gibraltar, ça a été une grande un étape. truc Ouais. un peu costaud. En plus, tu me disais, la Méditerranée, c'est un peu plus compliqué que l'Atlantique, quoi. Bah, Donc, déjà, ce que vous avez réalisé, pour la plupart des gens, c'est déjà immense, quoi. moi, je suis fier du parcours qu'on a, Ah qu'on ouais, a je eu pense en bateau vous- parce que large- c'est vrai légitimement, que vous pouvez l'être, hein. je suis fier parce que je te dis, on est parti de rien quasiment et puis on a fait des étapes qui sont quand même assez cruciales, qui sont redoutées même. Je pense Ouais. que c'est pas jeter des fleurs que de dire que de traverser le détroit de Gibraltar à l'heure actuelle avec les problèmes qu'il y a notamment avec les orques. Mm. C'est pas fou de dire que ouais, c'est un mini exploit de traverser En le effet, détroit. Il y a ouais. plein de gens qui traversent le détroit. Tu vois, on n'est pas unique. Mais tu as plein de marins qui ne le feront pas et qui ont peut-être 25 ans ou 30 ans de bateau derrière eux, mais qui ne prendront jamais le risque de traverser le détroit parce que potentiellement il y a un risque. Ouais. Donc est-ce que c'est de l'inconscience? Est-ce que c'est finalement partir à l'aventure en se disant advienne que pourra, on verra. Et puis je sais pas. Est-ce que c'est de la folie? Je sais pas. Je pense qu'il en faut Il en quand faut même un peu. une petite dose Ouais. quelque part pour faire En tous plus, les on projets était de ta vie. Tu vois. en pleine dedans, quoi. On était en pleine période, quoi. On était à la Linéa, c'est ça? Ouais. Et on recevait 2 jours avant notre départ. Des alertes il y de avait, bateaux qui s'étaient des fait orques qui croquer. ont Ouais. coulé un bateau, quoi. On s'est dit, 2 jours avant de traverser le détroit, quoi. Donc ouais, moi je suis fier du C'était, parcours qu'on a eu. On est descendu crescendo et petit à petit et franchement ça s'est bien passé, ça s'est plutôt bien passé quoi. Ouais. On aurait pu faire mieux, Ouais. Bah, de toute mais façon, on aurait peut pu faire toujours- moins bien. Voilà. Ouais, si, ouais, Tu vois. bah oui, faut le dire. Mais non, moi je suis fier du parcours qu'on a eu et puis on ne demande qu'à progresser dans ce domaine-là parce qu'on apprend tous les jours. Hein, on apprend tous les jours dans ce domaine-là, si tu veux. Là, au niveau du bateau, tu apprends tous les jours. Ouais, bah, après, c'est une école de la vie. Hein. Exactement. Ouais. Une très belle école. Ouais. Ouais, ouais. Des Et fois, de ça toute peut être. façon, globalement, attends, je reviens dans le cadre. Globalement, la vie, c'est forgé de plein de difficultés et c'est tous les jours tu fais face à quelque chose. Quand t'es gamin, tu sais pas marcher, t'apprends à marcher, tu te pètes la gueule, tu recommences. Si Ouais, on c'est était vrai. si à l'époque de notre évolution, tu vois, quand on est enfant, on pense à toutes les difficultés auxquelles on va être confronté, on n'a pas nécessairement envie de le faire. C'est un peu comme à l'état adulte en fait. Aujourd'hui, tu te dis, ben, je prends pas le risque parce que j'ai un peu peur de ci, j'ai un peu peur de là, et j'ai peur de me ramasser. Mais en fait, ça fait partie du parcours, quoi. Et puis, faire face à la difficulté aussi que tu peux apprendre. Bien sûr, tu apprends et que t'apprends à te tu connaître dis, toi-même, ouais, tu exactement. vas jusqu'au bout, tu vas jusqu'au bout Tu dis, de la tout. prochaine fois, je fais pas comme ça, Mm.
Non, mais Je suis beaucoup plus à l'aise pour faire les bateaux, je trouve ça remarqué. Ouais. On m'entend pas depuis le début, enfin, je suis un peu fatiguée, mais là, quand il s'agit, je suis. C'est notre. Ça la passionné. passionne. C'est ça. Passionné. Non. Non, mais c'est vrai, Salma, toi en plus, tu as fait pas mal de trucs quand même sur le bateau. Tu as dû aussi apprendre ce que Jus savait, le mettre en pratique parce que quand vous faites des quarts ou des trucs comme ça, bah, C'est ça. voilà, faut que tout le monde mette la main à la pâte. Et il faut que vous ayez tous les deux une expérience acquise qui soit équivalente pour ça. que, en Voilà. cas de défaillance de l'un ou de Exactement. l'autre, vous puissiez pallier aux urgences, quoi. Bah, disons qu'après, ouais, c'est un milieu où, si tu veux, bah, déjà, tu n'as pas forcément le droit à l'erreur. Ouais. Donc, il faut que l'exécution soit presque parfaite, on va dire. Jamais rien n'est parfait, mais il faut que l'exécution soit presque parfaite. Donc, effectivement, ça incombe que ben, l'un ou l'autre, voilà. Et puis, on a des responsabilités aussi à côté, donc tu n'as pas le droit de te planter. Ouais. Des fois, honnêtement, il y a des choses, on était en navigation qui pourraient des fois paraître vraiment des conditions pour monsieur tout le monde qui a un bateau ou qui est marin largement navigable, mais nous on le sentait pas. On avait une appréhension par rapport à quelque chose, on le faisait pas. Pourquoi aller te mettre en danger pour faire le... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Aucun intérêt. Dans ce milieu-là, tu fais pas le beau. C'est-à-dire que si tu le sens, tu le fais. Si tu le sens pas, tu le fais pas. Il n'y a pas de honte à pas sortir le bateau par 30 nœuds de vent parce que tu le sens pas. Je veux dire, tu vois, ceux généralement qui sortent pour faire les beaux, généralement, il leur arrive des problèmes. Ouais, après, c'est des affaires d'ego, Après, c'est faut comme, savoir c'est comme la conduite, au final. Après, parfois, c'est vrai qu'il y a des fois, on savoir sentait qu'il y pas, a on des faisait pas, quoi. classements Ouais, aussi ouais. par exemple, nous, on a un semi-régac, donc il vaut mieux réduire à partir de 25 nœuds, 20 nœuds, tu réduis ce que valent. Autant où un autre voilier, 30 nœuds, il les sort. Encaisse pas pareil, ouais. Chaque bateau est différent, tu vois. Chaque bateau est différent, et puis chaque manière, t'as une... Il y en a, ils vont pas comprendre, mais pourquoi ils sortent pas, mais en fait... un bateau, c'est très différent d'une voiture, d'un camping-car. C'est un lien étroit que tu as avec ton bateau. Ouais, parce que ton navire, ton véhicule est directement soumis aux éléments. Ouais. Et c'est ça qui pilote en fait tout le reste en fait. En fonction de la météo, en fonction de la profondeur, de tout ce que vous disiez sur la navigation, en fonction de tout ça, tu es obligé de faire. C'est pas comme tu prends une autoroute et tu te laisses porter sur la route et tu fais 600 km et voilà, tu changes de temps en temps de voie, tu vois. Tu pourrais le comparer à la voiture, hein, si tu veux, si on fait une comparaison. Tu as une BMW ou une Mercedes avec propulsion arrière, le temps est beau et sec, tu es à 130, je dis pas plus parce que c'est limité à 130. Mais tu es à 130, tu vois, les cheveux au vent, et puis la fenêtre ouverte, on est en train d'écouter du Demis Rousseau sans problème. Et puis d'un coup, le ciel se noircit, et là, il commence à tomber de la neige. Et avec ta BM, tu vas plus rouler à 130 sur de la neige ou sur du verglas. Tu vas forcément ralentir, lever le pied. Bah, en bateau, c'est pareil. Suivant le bateau, suivant la voiture, tu as un 4x4 à 4 roues motrices, tu vas pouvoir rouler peut-être à 100 ou 110 sur la neige. Tu le feras pas avec une voiture un peu plus puissante en propulsion. Bateau, c'est pareil. Les conditions commencent à forcir, suivant le bateau que tu as, tu es obligé de réduire les voiles parce que sinon tu vas te faire embarquer et tu vas avoir de plus en plus de difficultés à maîtriser ta monture, quoi, tu vois. Ah, bien sûr. C'est la même chose. Du coup, les enfants vont prendre aussi tout votre savoir. Ils vont être, en grandissant, peut-être beaucoup plus impliqués dans la navigation et tout. Ouais, c'est vrai, elle commence... J'avais une appréhension de là, les petits, est-ce que ça allait se passer, est-ce que voilà. Ah, t'as toujours une appréhension. Ouais, et j'étais vraiment agréablement surprise, je me dis waouh. C'est mieux que nous, ça, les gamines. Là, le bateau, il est en train de vitesse, ça va, en train de. Tu sais, c'est ouais. Et puis, on voit qu'elles s'intéressent, qu'elles sont beaucoup plus. Comment dire. Appliquées, enfin, je veux dire, dans ce qu'elles veulent. Le remplissage de l'eau, par exemple, à 2 mètres. Ouais, c'est cool, elles vous soutiennent, quoi. Exactement, et puis d'elles-mêmes, quoi. Bien, ouais, je peux le faire. Et ça, comment ça s'appelle? Et ça, c'est quoi? C'est pour le vent. Elles doivent avoir un éveil de zinzin, quoi. De fou, parce que c'est vrai que t'as beaucoup de
beaucoup d'enfants qui sont pas, enfin, que moi je trouve pas épanouis, tu vois, dans un cycle scolaire ou même de vie normale, tu vois. Et là, cet avantage de grandir comme ça, avec une multitude de connaissances, de paysages rencontrés, enfin, c'est une chance magnifique, je trouve. Bah, c'est toujours pareil, tu brides l'esprit. Si tu veux parler du scolaire par exemple, tu vas plus brider l'esprit des jeunes enfants ou des adolescents en les soumettant à quelque chose d'obligatoire et à vouloir les rentrer dans une case. Forcément, ils ne vont pas se développer pareil. Là, quand tu as un enfant en parallèle qui est presque un électron libre et qui derrière va s'intéresser à 10 choses en une minute, tu vois, parce qu'il y a tellement de choses autour de lui pour se développer, machin, bah, forcément le développement il n'est pas pareil. Allez, vas-y, envoie du steak. C'est une bite. Non, je rigole. Ces moments d'obscénité qu'on ne dévoilera pas. Alors? C'est pas fini. Hein. C'est pas fini, non, mais tu vois déjà, il y a le traçage qui est là. Ouais. Il y a des belles lignes quand même. Des belles lignes. Il y a des belles lignes. Et Non, c'est nice. bien travaillé. En plus, je la fais travailler fatiguée en plus. Hein. C'est comme ça qu'on commence. Comme ça qu'on progresse. On endure, c'est dans la tête. Comme dirait mon frère, serre les dents. Donc là, on a fait la première partie. Demain matin ou demain début d'après-midi, on fait tout le reste. C'est ça. Salma, t'y passes aussi un peu? Ouais. Ouais. Moi, les cœurs. Parce Les que cœurs. ça fait un moment. Après la vague. Et après la vague. Et La vague. Merde, j'ai jeté ma machine. Oh, t'es bien, toi? Fatigue, la fatigue. tu me mets un cellophane? Tu me cellophane? Bien sûr. Ah d'accord. Bon. C'est pas un gigot d'agneau, hein? Impeccable. Ah, on fait pas ça dans la rue, hein. On les a nettoyés les aiguilles. Hein. Un petit crachat pour désinfecter, et puis voilà, hein, on va plus. Petit coup de 8-6 sur le bras? Bah ouais, Ne faites pas ça chez vous. Non. ouais, non. Faites-le chez les autres. Bon bah voilà. La partie 1 qui se déroule, qui s'est plutôt pas mal déroulée. Ouais. Hein? Ouais, Bah, ouais, c'est nice. franchement bien. C'est nice. Carrément. Partie 2. Ça, c'est. Demain. Mon cousin, bah oui. C'est Beethoven, ça. Ça, c'est Ouais. lui qui t'a inspiré. Ouais. Tu le connaissais pas jusqu'à hier. Si, bah si, il a fait. Et depuis. Il a fait quoi, Beethoven? Ah, c'est pour ça qu'il a percé. Tout à l'heure, il y avait C'est une pour ça chanson qu'il a et je l'ai percé. reconnue, on aurait dit Amélie Poulain, genre. C'était pas ça. Mais ça ressemble. Mais pas loin. Avec les oreilles bouchées. Ah, même pas. Là-dedans, là. Ouais. Demain matin pour le petit déj. On a plus qu'à piocher. Ah, j'ai un message de Loïc. Loïc. Ah, j'ai un message Oh, de Loïc. t'allais faire. Loïc, qu'est-ce que tu nous as dit? Loïc me dit, On va tout savoir. tu me manques énormément, j'ai encore rêvé de toi la nuit dernière. Je t'embrasse tendrement sur tes 2 petites fesses. Oh le putain. C'est Loïc. Loïc, moi j'attends mon message hein, pour ça. Moi aussi, hein, Loïc. Hein. On n'ira plus au marais. Bon voilà les amis, on se retrouve demain matin Demain, pour ou la demain Pour la mais suite, on finish suite et finish. Ouais. À demain pour... De nouvelles aventures. Ouais, non mais là il faut que tu finisses avec le nom de l'émission, tu vois. Faut un truc carré professionnel. À demain dans... Un tatou sur la route. Un tatou Ouais. sur la route. C'était bien. Ah c'était bien. Ouais. Spontané. Ouais. Franchement, Là tu sens que ça a été deuxième prise. travaillé Ouais, et tout. ouais, Non,